Feinte contre Ward. Dupuis qui s'amène. Dupuis. Feinte, tire. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe à la plaisir. Veilleux! Ainsi seul encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien. Élevé! Tire! Quel arrêt! d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à La Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Étienne Boutet de l'assurance de Thetford. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Il n'y avait pas beaucoup de matchs lors du dernier week-end, mais quand même eu un petit peu d'action. Dans la dernière journée aussi, là, aujourd'hui, on a eu les 3 étoiles de la semaine, on a eu le résumé des sanctions émises, puis ça a fait couler beaucoup d'encre jusqu'ici, en tout cas. Comme souvent, c'est le cas. Yes, yes. Donc, on va peut-être commencer avec quelques salutations. Céline et Gilbert qui nous disent bonsoir les boys. Danny Charette Arvisac qui dit salut les boys également. On entend un petit peu qu'il y a des gens là, qui rentrent. Puis peut-être pendant ce temps-là, je vais partager sur les différents groupes. Dave, tu vas peut-être commencer avec quelques petites nouvelles. Yes, donc je vais commencer avec une nouvelle qui était sortie, je pense que c'était mercredi dernier. Je pense qu'on l'avait au dernier podcast, on ne l'avait pas, là, mais c'était les joueurs du mois. Donc, mois de janvier. C'était Maxime Saint-Cyr là, qui avait été l'attaquant du mois, donc des 3L, donc toujours premier pointeur, Maxime Saint-Cyr, donc ça va bien ces temps-ci pour lui. La course là, est toujours en cours là, pour les premiers pointeurs. Il y a les Joannette, Caron, Hamelin qui sont pas loin derrière. Loïc Marcotte, son coéquipier aussi, là, qui connaît une bonne saison, mais Maxime Saint-Cyr là, qui présentement et l'attaquant du mois de janvier, il trône toujours au sommet des pointeurs. Tristan Bérubé, le gardien des Marquis, qui avait été élu le joueur défensif là, du mois, avait connu ramassé là, des statistiques vraiment impressionnantes là, pendant le mois de janvier. Puis la recrue du mois, c'était Tristan Pomerleau des 3L de Rivière-du-Loup. Donc Rivière-du-Loup qui ont connu un bon mois, sont quand même dans une séquence là, de 3 victoires de suite. Donc ça va bien là, par les temps qui courent à Rivière-du-Loup. Tristan Pomerleau qui a même commencé à se trouver une petite touche de marqueur, là, lui qui a commencé à marquer des buts en plus pendant ce mois-là. Donc il était notamment deuxième étoile la dernière semaine, de la semaine avant, là, pas de cette semaine. Donc, exact. Donc, elle avait marqué 2 buts justement pendant le match en rose. Là, c'est ça, 2 semaines. Les 3 étoiles de la semaine. 3e étoile, on reste avec les 3L. Tristan Côté-Cazenave. Donc, quand même, grosse performance à Saint-Georges. 31 arrêts sur 44 tirs. Pourcentage d'arrêt de 932 a permis aux 3L de rester dans le match là, quand ils tiraient de l'arrière 3-0 pour leur permettre de faire leur remontée puis de gagner ça en tir de barrage. Donc, bonne performance de ce côté-là. Danny Potvin, 2 buts de passe à Saint-Georges dans une cause perdante. Du côté là, de Potvin, c'était quand même là, un très, très gros match. Il a connu un petit but là. C'était un des beaux buts qu'on a eu cette saison, là, assez spectaculaire également. Puis la première étoile, Kevin Gadouri. Donc, en 2 matchs, les Pétroliers, c'est simple, là, ils ont marqué 13 buts en 2 matchs. Donc, ça a été une grosse semaine offensive là, pour Laval. Puis Kevin Gadouri a récolté là, 3 buts, 2 passes là-dedans, donc 5 points en 2 matchs. Ça mérite la première étoile. J'aurais quand même une petite mention là, à Philippe Paradis, qui a été vraiment excellent samedi à Sorel, là, a connu un fort match, puis a récolté là, 4 points dans ce match-là. Donc, c'était 4 points en 2 matchs parce qu'il n'y avait pas eu de points la veille. Là, donc, je lui donnerai une petite mention honorable aussi. Il a connu une très bonne fin de semaine. Ensuite de ça, au niveau des sanctions, là, on va les résumer. Alors, William Breton, suspension de 3 matchs. Donc, pendant le match, c'était un appel là, d'avoir plaqué par derrière. On a aussi, dans le communiqué, là, dit que la distance qui avait été parcourue avant de faire la mise en échec était aussi un des éléments qui avait été pris en compte. Donc, voilà pour celle à William Breton. Il y a eu une petite altercation aussi là, en fin de match à Sorel-Tracy avec les fans. Là, ce qu'on essaye d'éliminer là,
dans la Ligue américaine, là, donc on s'assure de. Je pense c'est quand même une différence par rapport aux années précédentes, les sanctions suite à ce genre de choses-là, mais en même temps, je comprends le raisonnement qu'on veut empêcher ça le plus possible puis éliminer ça une bonne fois pour toutes, parce que ça arrivait souvent dans les dernières années que ça arrivait, puis rien, il se passait rien, puis ça continuait. Fait que je pense que c'est un peu dans ce sens-là là, que on va cette année. Puis Joey Rattel, là, qui malheureusement a été impliqué là-dedans, lui est écopé de 5 matchs. Donc pour l'instant, là, c'est ça les suspensions pour l'instant. Sur un point plus positif, parlant justement de Joey Rattel, il a obtenu son 100e point dans la Ligue nord-américaine là, samedi justement à Sorel. Donc, a même récolté un point de plus, donc il a fini sa soirée avec 101 points. Donc, Joey Rattel là, qui avait connu un 102, je pense. Il y a eu 3 passes, puis c'était la première passe qui était le 100e point. Effectivement, donc Joey Rattel là, qui dans le fond, connaît quand même une bonne saison après le départ là, plus lent de Fermez, depuis qu'il est rendu à Jonquière, là, connaît une meilleure saison. Puis je pense que c'est le genre de joueur aussi qui vaut son pesant d'or là, quand les matchs deviennent plus serrés en série, plus robustes aussi. Donc, hâte de voir là, la fin de saison, évidemment, au retour de la suspension. Donald Brashear également, qui aurait obtenu son 100e point dans la Ligue nord-américaine. Ça dépend là, des endroits où on voit des statistiques. Là. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont été récoltés, ça fait longtemps, là, quand il jouait pour le Radio X de Québec. Donc, il serait peut-être à 98 là, selon certains sites. Donc, en espérant qu'il en récolte au moins 2 autres d'ici la fin de la saison pour qu'il soit au moins à 100 partout. Ensuite de ça, l'épisode LNH sans limite là, sur les éperviers de Sorel-Tracy qui est sorti dimanche ici. Donc, pour ceux qui, dans le fond, qui aiment ce genre de série-là, c'en est un autre là, très, très bon épisode. Ça avait été tourné au mois de décembre. Donc, pour les fans des éperviers puis les fans là, de la Ligue en général, là, allez voir ça sur Facebook et YouTube. Le prochain, en fait, celui qui reste, là, la seule équipe qui n'avait pas encore été couverte, c'est les Trois Ailes de Rivière-du-Loup. Puis l'épisode a été tourné en plus pendant le match en rose il y a 2 semaines. Donc, ça va être un bon épisode aussi qui devrait sortir, j'imagine, aussi dans les prochaines semaines. Donc voilà. Puis pour tu avais fait une petite chronique Star System là, la semaine dernière là, avec je pense que c'était Erika, là, la fille à Big Brother qui a mis un chandail des pétroliers. Jeudi dernier à Laval, pour ceux qui sont des fans là, de la série Shoresy qui est sur le hockey, il y a d'anciens joueurs de la Ligue nord-américaine justement, là, dont Jonathan Diaby, John Mirasti là, qui jouent là-dedans. Bien l'acteur principal, là, Jared Kesso, qui était présent au match. Donc j'avais vu une photo. Je pense qu'il y avait un fan là, sur la page de fans des pétroliers qui avait mis une photo avec. Donc, peut-être en recrutement pour la prochaine série, ça tombe jamais. Peut-être. Il y a un acteur qui joue pour les pétroliers, donc peut-être qu'on s'intéressait au talent de Danick Paquette pour les prochains épisodes. Vu que c'est un joueur de hockey et acteur, donc c'est le meilleur des 2 mondes là, pour recruter quelqu'un pour jouer dans Shoresy. Yes. Est-ce que tu avais d'autres nouvelles? Ça faisait le tour de ce que j'avais. J'avais une petite nouvelle. C'est une nouvelle qui va t'intéresser, David. Dans le fond, c'est le photographe, là, celui qui a été le photographe des éperviers de Sorel-Tracy pendant 8 années, Michel Sévigny, qui, au courant de la semaine dernière, a écrit un petit message là, sur ses réseaux sociaux pour dire qu'il prenait sa retraite là, de la photographie sportive pour se consacrer à d'autres projets. Donc, il va y avoir un petit article là, qui va probablement être publié sur le site de la Ligue demain à ce sujet. Là. On va souffler ça à l'oreille. Donc, on va suivre ça. Donc, Michel Sévigny. Oui, donc toujours de très belles photos. J'ai eu la chance notamment là, de photographier plusieurs runs de série là, des éperviers là, quand ils se sont rendus en finale, quand ils ont gagné des coupes. Donc, des beaux souvenirs là, qu'il a pu capter en photo là, toutes ces années-là. Yes.
Donc, ça faisait le tour. Est-ce qu'on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir, Étienne Boutet? Yes. Étienne Boutet de l'assurance de Thetford, comment ça va? Oui, ça va super bien les boys, vous autres? Ça va bien, merci. Yes. Merci de me recevoir ce soir, très apprécié. Should be fun. Ouais, ça va bien. On se rapproche de plus en plus des séries éliminatoires lorsque le hockey commence à être de plus en plus intense, les matchs de plus en plus amplement disputés. On va peut-être commencer en te posant comme question, là, comment ça va du côté de ta saison là, avec l'Assurancia? Ça va relativement bien. C'est sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas. Des fois, quand on est appelé à manquer des matchs, j'ai eu une saison inconstante en termes de ma présence au parti. Fait que c'est sûr que des fois, c'est un peu plus dur de garder le rythme. Là. Puis même notre cédule après les fêtes, là, on jouait un match par semaine, je pense. Fait que c'est sûr que quand tu ne joues pas la semaine, c'est un petit peu plus dur de garder la game shape, comme on dit. Mais écoute, on prend soin de nous autres en dehors de la glace, puis ça nous permet de suivre le train. Donc, écoute, statistiquement parlant, je ne suis pas un gars de stats vraiment. Donc, c'est sans attente. Mais sinon, je garde ma game simple, puis je donne la rondelle à mes attaquants. Puis habituellement, ça se passe assez bien. On va avoir quelques week-ends là, de plus d'un match là, bientôt qui s'en vient. Donc, oui, exactement. Ouais, ça devrait, mais malheureusement, il faut que je manque aussi encore des matchs dans ces week-ends-là. Donc, ça va réduire ma présence aussi. Mais écoute, ça fait partie de la vie. Là. Mais en effet, là, les séries s'en viennent, puis c'est là que le vrai hockey commence. Donc, si on peut se préparer pour ça, c'est ça qui est important. Oui, ben, tant qu'on est dans le sujet, là, j'avais une petite question par rapport à ça, justement, du côté de l'Assurancia. Vous avez eu une saison un petit peu plus difficile, mettons, que dans les dernières années. Dans les dernières années, c'était premier au classement ou à un point d'être premier du classement là, à chaque année. C'est sûr que cette année... Son deuxième, là, c'est pas super que ça. Oh, ouais. La première place commence. Quadruple égalité. Les attentes, ouais, c'est ça. Les attentes sont élevées, mais c'est correct de même. Ouais. C'est certain. La passion de passer en fait à un but contre, je pense, de finir premier, là, finalement, contre Laval. Puis ça s'est passé à la dernière game de la saison. Mais écoute, je ne veux pas te couper. Là, je ne sais pas si tu voulais poursuivre sur ta lancée. Ouais. C'était juste que, justement, ben, il y a eu plusieurs départs, il y a eu des échanges, des blessures, suspensions, des joueurs, des fois, justement, qui doivent s'absenter. Ça a été une saison, parce que c'est rare, je pense, que vous avez eu un alignement complet ou l'alignement, probablement, que vous allez retrouver quand les séries vont commencer complet. Donc, comment est-ce qu'on fait pour naviguer à travers une saison comme ça? Est-ce que c'est dur de prendre le rythme, puis justement prendre le rythme qu'on va avoir quand les séries vont arriver? Là, au moins, il vous reste un petit peu plus qu'un mois pour le faire. Là. Mais comment est-ce qu'on fait pour naviguer à travers une saison comme ça quand justement on veut répéter les exploits de là 2 ans puis remporter la Coupe? Ben, je pense que en partant, tu marques un excellent point. Là. C'est sûr que là 2 ans, on était tous en santé, puis on était là depuis le début de la saison jusqu'à la fin. Donc, ça nous a permis d'avoir une bonne chimie, puis de vraiment être dédié tout au long de la saison pour le même but qui était de gagner. L'année passée, écoute, c'est certain que l'année suivante de notre championnat, on est revenu avec sensiblement la même équipe. Les gars un peu plus vieux, les gars un peu plus festifs durant l'été. Donc, ça a été une machine qui a été un peu plus longue à partir. Il y a eu des embûches au courant de la saison. On est arrivé en séries éliminatoires, on a été amochés. Puis finalement, ben, cette année, on a eu des gros changements en début de saison. Comme tu dis, on a échangé des gros morceaux là, en Joey Rattel, Cadorette pour aller en chercher d'autres gros, Veilleux, Danick, Gauthier. Mais c'est sûr que je pense que pour nous aider à garder le pace durant la saison, c'est sûr d'avoir une structure, puis de stick to the plan, puis d'avoir un bon système de jeu, puis sans être trop compliqué, parce qu'en effet, là, il y a des va-et-vient dans l'alignement, mais c'est d'avoir une certaine méthodologie de jeu qui nous permet de tout le temps
aller dans la même direction durant la saison. Puis, c'est de garder ces détails-là simples puis de les répéter parce que au final, les séries éliminatoires, ça nous amène aussi, ça peut nous amener à avoir le même genre de saison, c'est-à-dire des blessures. Je pense qu'on a une belle profondeur, ça c'est vraiment positif, mais il faut apprendre à jouer avec cette profondeur-là. Puis, je pense que ça se passe, un, dans le système de jeu, puis deux, dans la communication durant les matchs, là, pour justement développer cette cohésion-là durant la partie. Tu as parlé des départs. Là. Il y a également Dylan Labbé qui est parti pour le Cool FM. Tu as mis Lafontaine, là, un joueur qui était très important à l'adversaire, qui a pris sa retraite. Thomas Bellemare aussi, qui n'est plus là non plus. Quand on avait parlé à Samuel Hood, là, on y avait parlé, est-ce que c'est le temps de prendre un petit peu plus de place pour Étienne Boutet, là, la défense aussi? Est-ce que ça t'a offert là, des opportunités? Honnêtement, je pense que ça a été assez statu quo pour moi. Là. On a eu BC et Bruno Carl à la défense, qui est excellent aussi. Fait que, je pense que les trous se sont comblés assez bien. Je suis un gars qui a une game assez honnête, je te dirais, donc j'aime ça garder ça assez constant et stable. Ça leur faire une opportunité à d'autres comme Samuel, BC de rentrer dans le line-up et de performer aussi. Puis c'est certain, comme tu dis, là, j'avais parlé des échanges, là, mais en effet, avec Dylan puis notre capitaine, après ça, Thomas Bellemare, c'est des gros morceaux qui a fait en sorte qu'on a un début de saison un peu plus difficile. Mais écoute, on s'ajuste, puis la Ligue elle change, on n'a pas le choix. Là. Les gars ont le droit à leur repos aussi. Puis Dylan, c'est un gars de Saint-Georges qui veut pas, il vient de là. Fait que c'est certain qu'il y avait un intérêt pour lui d'aller jouer là-bas. Puis c'est un excellent joueur aussi. L'année passée, il était un petit peu moins présent avec nous autres au courant de la saison. Là. Il y a eu des blessures et tout ça. Donc c'est sûr que son absence cette année, pas qu'elle a été moins ressentie qu'un Thomas Lafontaine ou un Tom Bellemare, mais un petit peu, là, en quelque sorte. Pendant qu'on en parle, là, on parlait de ton style de jeu. J'ai une question aussi par rapport à ça. Tu sais, tu as un défenseur un peu plus à caractère défensif. Justement, Danny qui dit quand même robuste à son temps. Qu'il n'y ait pas ça... y aller de la grosse mise en échec une fois de temps en temps. T'es un des bons dans la ligue pour réussir à faire des open ice, comme on dit, en guillemets. Ouais. Je veux savoir, quand on est un défenseur comme ça, quand est-ce qu'on se dit, OK, genre, comme live, comme là, let's go, je l'essaye, puis si tu penses qu'on spot de quoi, de l'adversaire, ou peut-être basse, ou c'est quand est-ce qu'on se dit, OK, let's go, là, je vais pour la grosse mise en échec? Ben, en fait, pour revenir en arrière, en effet, oui, j'aime vraiment ça, faire des open ice. Puis, ça a été un peu une controverse quand je suis arrivé dans la ligue parce que je voulais comme pas faire de mise en échec ou quoi que ce soit parce que je jouais avec une fameuse grille, là, la classique cage à poule, mais c'est une condition médicale qui a fait en sorte que je joue avec une grille. Puis, je suis pas plus content que n'importe qui de jouer avec ça, mais j'ai comme pas le choix selon mes chirurgiens. Mais anyway, ceci étant dit, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu ce style de jeu-là, autant junior majeur que midget 3A. J'étais un fanatique de Scott Stevens, puis j'en ai écouté des vidéos, puis avant chaque game, c'était ses highlights, puis à répétition en répétition, c'est comme ça que je me craquais. Fait que tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que dans un match ou dans une situation où je vais vouloir aller faire un open ice, ben c'est souvent pour créer quelque chose ou tu sais, je veux pas, c'est mon style de jeu. Fait que tu sais, moi, j'amènerai pas nécessairement le killer goal ou un point de plus, mais tu sais, c'est d'amener cette robustesse-là, puis de mettre un petit peu l'adversaire sur les talons. Puis, tu sais, je pense que d'avoir des open ice ou des mises en échec percutantes, mais ça, non seulement ça peut être dur pour l'adversaire à contrôler, mais c'est aussi, ça donne du gaz à mes teammates. Puis, tu sais, c'est eux autres qui, justement, je pense qu'au début, on a eu un petit reality check, tout le monde ensemble, que comme quoi je frappais pas, mais tu sais, c'était plus parce que j'avais ma grille, mais en même temps, au final, il ne faut pas que je change ma manière de jouer pour une pièce d'équipement. Puis de toute façon, comme je dis aux adversaires quand je me fais chirper, je leur empêche pas de me frapper, au contraire, ça fait partie de la game, tant que ça reste clean, tu sais. J'ai pas un gros pedigree de suspension non plus, mais tu sais, j'ai quelques mises en échec percutantes
à mon dossier, mais j'essaie de garder ça clean, puis pour moi, ça fait partie de la beauté du sport, d'avoir des belles mises en échec comme ça, donc c'est un peu mon mindset par rapport à ça. Puis si je peux changer l'allure d'un match ou aller chercher un peu plus de momentum avec mes mises en échec, ben c'est ma philosophie, là. Avant qu'on parle de ta carrière d'entrepreneur, on va revenir un petit peu dans le passé de ta carrière de hockeyeur. Puis je vois justement un message là, ici, Madame Danielle Dionne qui dit « J'ai hâte d'entendre Étienne parler. Il restait chez moi quand il jouait pour l'Océanique. » Je pense que c'est famille de pension qui est présente. En effet. Bonsoir Daniel. C'est un plaisir. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Je devrais revenir à Rimouski là, dans les prochaines semaines justement pour un nouveau travail. Donc, on ira prendre un verre ou on prendra un petit souper ensemble. J'espère que tu vas bien et tout se passe bien pour toi. Le message est lancé à Mme Diane. Exactement. En fait, pour une autre anecdote, j'ai été le successeur à Kevin Veilleux. Donc, quand je suis arrivé à sa pension, il était là aussi. En fait, il était de passage aussi pendant qu'il était à Rimouski. Donc, petit fait cocasse pour vous autres. C'est qui était plus tranquille, Daniel, si tu peux nous dire? Ben, écoute, j'ai pas vu le passage, c'est ça, j'ai pas vu le passage à Kevin, mais je pense que je mettrais sur moi. Si tu peux parler peut-être un peu de comment s'est passée ta carrière junior dans son ensemble? Ça s'est super bien passé. J'ai commencé à Rimouski. J'ai eu à 16 ans. J'ai vraiment adoré mon année là-bas. À Rouyn-Noranda, excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Je me suis trompé. Moi, Rouyn-Noranda, t'es allumé. Good job. Mais ouais, Rouyn-Noranda, à 16 ans, j'ai joué avec Chris Lausier d'ailleurs là-bas. On lui avait 17 jadis. Les deux, on était des rookies. Puis, dans justement l'échange des 3C cet été-là, le Cormier, Cornet et Caron, j'ai fait échanger à Rimouski. Ça a été une très longue échange. Je ne sais pas comment de joueurs il a été échangé au final là-dedans, mais tu sais, j'ai été super chanceux. Ça m'a fait vraiment de quoi. Là. J'ai été super émotif cet été-là quand j'ai été échangé parce que je suis quand même quelqu'un de loyal, puis j'étais à fond dans l'équipe que je suis. Puis, mais au final, c'était une bonne échange, je pense, pour les deux équipes. Puis pour moi, ben, on s'en allait dans une équipe un peu en reconstruction à Rimouski. Puis avec Clément Jourdouin, qui est un très bon pédagogue aussi, avec Donald Dufresne. Donc, ça a tombé super bien pour moi. Puis j'ai eu des aussi belles... J'ai tellement eu des belles années à Rimouski. Ça a été formidable pour finalement terminer ma carrière à Gatineau. C'est ça. Puis au travers de mes années, j'ai eu des invitations dans les camps de la Ligue nationale. J'avais pas été repêché malheureusement au repêchage de Los Angeles à 17 ans, malgré mon listing pour le repêchage, mais ça fait partie de la game. Fait que c'est un peu ça, là, grosso modo. On a une très bonne saison, mon année 19 ans, pour se rendre en finale de la Coupe du Président. Malheureusement, on a rencontré une équipe béton les Sea Dogs là, avec Huberdeau, Charlie Coyle, Beaulieu. Je pense que c'était pas Dominenko qui était là, mais je me rappelle pas, mais il y avait des gros noms, Jurko, Galiev. C'était un club boosté, comme on dit. Fait qu'on a perdu en 4, malheureusement. Mais Gauthier était là aussi, d'ailleurs. Ouais, exact, c'est vrai. Fait que, somme toute, une super belle expérience, par exemple, mais c'est ça s'est terminé assez rapidement en finale. Puis, 19 ans, j'ai eu la chance de jouer pour Benoît Groulx. On a quand même fait une belle playoff run. On était un peu under l'équipe Cendrillon contre Rimouski, que j'avais été échangé en début de saison d'ailleurs. Eux autres, ils étaient les favoris. Je pense que ça avait terminé au 4e rang dans la saison. Moi, on avait fini 13e. Puis, c'était le fun de gagner cette ronde-là. Puis, mon petit frère était dans l'autre équipe aussi. Fait que ça a été spécial comme séries éliminatoires. Puis après ça, on a joué contre Halifax. Là, c'était Drouin et McKinnon à la fleur de l'âge. Donc, ça a été un petit peu plus compliqué. Puis, il y avait aussi Stéphane Fournier avec qui on joue maintenant aujourd'hui. Donc, c'était un bon petit club aussi. Là. À la fin de mon 20 ans, j'ai signé un contrat avec les Stars du Texas dans un one-way dans la Ligue américaine. Puis, c'est ça. Ça a été pas mal mon parcours junior majeur. T'avais-tu participé à des camps de développement de la Ligue nationale? Ouais, c'est ça. Bon, à 17 ans,
J'avais pas été drafté, mais j'avais été invité par les Stars, donc j'avais fait leur camp de développement. L'année suivante, je suis allé au camp de développement des Flyers de Philadelphie. L'année suivante, j'avais été invité par le CH, mais c'était l'année du lockout, fait que j'ai fait, dans le fond, le camp des Bulldogs d'Hamilton à ce moment-là. On va faire un PTO, un Professional Tryout de 25 matchs pour jouer avec eux autres, mais je préférais aller finir mon cégep à Rimouski, puis c'est ça, avoir une bonne saison à 20 ans, puis c'est ça, après mon année 20 ans, je suis retourné avec les Stars dans un camp de développement, mais à ce moment-là, j'avais signé un contrat dans la Ligue américaine. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il y avait toujours un œil sur toi depuis le camp de développement? J'imagine. J'imagine, j'avais fait un bon camp. Est-ce que j'avais fait... je pense que je m'étais battu 2 fois, puis j'avais une coupe de bons body check, là, mais écoute, sûrement que ça m'aurait pris peut-être un hat-trick aussi en plus pour dénicher le gros contrat dès le training camp. Tu as mentionné là, le draft à Los Angeles, là, que tu étais listé, mais tu n'as pas pu être drafté. Est-ce que tu t'étais déplacé à Los Angeles pour le camp? Ouais, toute ma famille, en fait, là, mes parents, mes 2 frères aussi. C'est sûr qu'on en avait profité pour voyager aussi après, aller tout le long de la côte ouest américaine. C'est sûr que le restant de mon voyage, de ma part, était un petit peu plus surette là, que ce qui était supposé, mettons. Là. Y a-tu une coupe d'équipe pendant qu'on te parle que tu l'as peut-être un peu sur le cœur, qu'il t'avait un peu laissé fait à croire que Columbus, il avait dit à mon agent, on va le ramasser de 2e ronde. Première ronde, 2e ronde, passe, 3e ronde à passe. Comme, Columbus, ils sont où, là, dans des discussions, fait que c'est ça, eux autres j'ai été un peu plus amer là, mais sinon je n'avais peut-être rencontré une 12aine d'équipes, mais encore une fois, on sait jamais là, ce qui peut se passer, puis ce que j'ai appris de ça, c'est vraiment la gestion de l'attente finalement, là. J'ai appris à plus trop me faire d'attente, puis d'attendre de voir au moment vraiment si ça arrive, sinon tu t'attends à rien, c'est mieux de même, là. C'est une meilleure gestion des émotions, parce qu'après ça mettons que c'était une bonne déception dans ma vie lors du repêchage. Ouais. C'est bien de le voir comme ça, comme une belle leçon, disons. Ouais. Mais si on regarde là, ton élite prospect, si on peut dire, tu as signé un contrat avec... tu as joué dans la East Coast League avec Idaho, mais... oui, exactement. Tu n'as pas terminé la saison. Non, c'est ça. Dans le fond... j'avais mon contrat dans un volet dans la Ligue américaine cette année-là, puis ça a été vraiment long. En plus, mon processus de training camp, c'est capoté. J'ai fait de la dev camp, après ça, je suis allé rookie camp, NHL camp, 2 jours. Après ça, j'ai été send down dans la Ligue américaine. J'ai fait les tests, c'était tout le temps des tests physiques en plus, les pratiques, tout ça. Fait que j'ai passé peut-être un mois dans la Ligue américaine. Finalement, il y avait peut-être 8 vétérans dans le line-up à def. Fait que si pour de vrai, à leur défense, je n'étais pas nécessairement prêt à jouer dans la Ligue américaine. Je manquais peut-être un peu de maturité, puis je me laissais peut-être un petit peu trop impressionner. Fait qu'ils m'ont send down dans l'East Coast. Ça allait relativement bien dans la East Coast, mais j'avais fini mon cégep là, à Rimouski. Puis il y a un très beau programme de bourse junior quand tu complètes tes sessions. Même chose universitaire. Fait que j'avais McGill qui m'appelait, qui restait super proche de moi, avec qui j'avais eu des discussions durant ma saison 20 ans. Fait que je leur avais dit, j'ai un contrat d'1 an, mais si jamais ça aboutit pas, on s'en reparlera. Fait qu'il y a une règle qui stipule que si tu joues un match après le 28 décembre de l'année suivante, de ton cégep ou de ton junior, tu perds le droit à ces bourses-là pour ton université. Fait que, étant donné que j'avais un contrat d'1 an, puis ma saison elle s'en allait un petit peu en déclin, puis n'était pas nécessairement à la hauteur de mes attentes, j'ai décidé de faire le saut, puis de canceller mon contrat le 28 décembre à date limite pour finalement aller rejoindre les Redmen de McGill pour faire mon bac. Puis, ensuite de ça, j'étais plus à l'aise de retourner professionnel après mon bac. C'est pour ça qu'on voit un peu McGill sur mon Elite Prospect puis Idaho. Fait que j'ai passé la demi-saison là-bas pour avant d'aller à l'université. Fait que tu as choisi les études. Ouais, exact. Le plan B
moins de risques, moins de reward. Là, le high risk, high reward, ça aurait été de compléter ma saison, d'essayer de recueillir dans la Ligue américaine, de signer un one-way et puis de travailler dans ce sens-là. Mais écoute, je suis allé avec le plan safe. J'étais un bon étudiant, puis c'était vraiment un avenue qui m'intéressait aussi. C'est pour le côté business, administratif, l'administration des affaires, puis tout ça. Donc, c'est ça. C'est là-dedans que tu as fait tes études? Oui, exactement. J'ai un bac en économie, puis avec une double mineure, le finance management. OK. Puis, dans le fond, à McGill... Ah, ben vas-y. Je voulais juste revenir sur... Parce que tu as dit que tu étais faire aussi pas juste le camp de développement, le main camp avec les Stars. Oui, exact. T'as-tu côtoyé les Jamie Benn, les Ray Whitney, Stéphane Abda, je pense. Même Jagger était là. Oui, Jagger était là. Écoute, c'était le malade, là, des opportunités de fou. Là. Honnêtement, Jagger est arrivé, je pense, une journée en retard dans le training camp avec son vieux polo fripé Hugo Boss, des jeans délavés, puis des gros souliers New Balance, tu sais, la grosse paire blanche là, dans le top au Sport Expert, là, c'était vraiment c'était classique Jaromir Jagr, là, fait que ça c'était vraiment cool. Même chose Ben puis Seguin, là, du monde comme vous puis moi finalement, mais qui sont ultra performants à la glace. Je pense que j'avais eu un 2 contre 1 contre ces deux-là dans la première pratique, parce qu'après ça, ils font comme 4 groupes, là. Mais j'avais eu la chance de jouer peut-être une pratique contre eux autres. Puis j'avais reçu un 2 contre 1 et les deux sont sur leur strong side, finalement. Fait que si tu te passes, ça surpasse à Seguin, one-timer, il a mis dedans. J'ai pas eu aucune chance. J'étais genre vraiment content pour eux autres, content d'avoir fait scorer. J'étais allé me donner un petit coup de passe, genre, good job les boys, mais tu sais, j'avais aucune chance. Ouais, exactement. Je pense qu'après cette pratique-là, ils m'ont mis dans le groupe D. C'est rare que d'habitude on est heureux pour les autres. C'est ça. J'étais comme tout excité, le méga fan là, d'être fait scorer par Seguin et Ben. Tu sais. Ouais. Mon joueur préféré ever, c'est Jagr. Fait que que tu as eu la chance de le côtoyer, je trouve ça quand même assez hot. T'as-tu eu la chance de fouler la glace en même temps que lui, ou tu l'as juste vu comme un peu dans Ouais, j'ai fait une pratique. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pratiqué avec lui aussi. J'ai fait une pratique. Je pense la première journée qui est arrivée, là, ils l'ont mis dans le groupe D justement pour s'en mettre en shape, j'imagine. Mais tu sais, encore une fois, il avançait pas tant, mais Colin, son exécution puis juste son poise avec la rondelle, c'est impressionnant. C'était naturel pour lui. Fait qu'il y avait il y a eu aussi à Philly, il y a eu Claude Giroux puis Daniel Brière. Robida à Dallas, il a vraiment été nice. J'ai été pairé avec pendant, je pense, une game intra-équipe. Il était vraiment incroyable. Il me donnait du gros feedback. Il était super verbal, super vocal avec moi, puis il m'a amené sur son aile. Il a été vraiment exceptionnel. Ça, c'était sharp. Nice. Donc, si on se transporte là, au niveau de McGill, comment est-ce que tu as trouvé ça, le hockey universitaire? En plus, je pense que tu as eu la chance, tu avais joué contre ton frère junior, mais je pense que tu as eu la chance de jouer avec ton frère en plus à McGill. Donc, c'était comment de jouer dans le fond, dans le circuit universitaire, puis d'avoir la chance de jouer avec ton frère? Sans aucun regret, honnêtement, ça a été des années riches en émotions, riches en souvenirs, honnêtement, d'avoir joué avec mon frère aussi, là, ça c'est certain. On habitait aussi ensemble, fait que ça n'a pas de prix. Puis on avait eu la chance de jouer un petit peu ensemble à Rimouski à mon début d'année 20 ans. On habitait ensemble en pension chez Daniel d'ailleurs. Puis finalement, en novembre, j'avais été échangé, fait que ça avait été assez écourté, mais sinon, tu sais, à McGill, de se revoir, surtout au niveau universitaire, c'est différent parce que tu as plus de liberté un petit peu en tant que jeune adulte. Là, tu sais, les juniors, tu as des curfews, fait que t'es beaucoup axé sur le hockey, sur la performance, sur les trainings, tout ça, puis tu peux pas nécessairement en profiter, mais à McGill, c'est de trouver la balance entre études hockey, mais aussi d'avoir du plaisir, de vivre la vie étudiante, t'es dans le temps de Montréal, fait que
ça a été vraiment des années incroyables, tu sais, dans mes top souvenirs, honnêtement, à vie, là, juste parce que tu sais, je veux pas, t'es vraiment de manière, tu sais, pendant 4 ans, t'es avec les mêmes gars, juniors, il y a beaucoup de va-et-vient, des trades, tu sais, il y a des gars qui font pas le line-up, tandis que, tu sais, à McGill, il faut que tu passes tes études, puis c'est vraiment un long processus, fait que tu tisses des liens vraiment importants, puis étant donné que c'est un horaire qui est excessivement chargé entre l'école, le hockey, ben, tu sais, t'as comme ton groupe d'alliés là-dedans qui vivent la même chose que toi, fait que c'est vraiment fort en émotion. Puis, tu sais, la culture là-bas, les gars que j'ai rencontrés, j'ai beaucoup je garde des amitiés très solides encore aujourd'hui. Puis, c'est des gars avec une culture, des mentalités vraiment exceptionnelles. Puis, ça a été des modèles pour moi tout au long de mon parcours. Fait que, tu sais, ça a été vraiment nice. Puis on a eu des belles équipes aussi, là, tu sais. On s'est rendu aux Nationals ma première année. Ça, c'était vraiment cool. À Saskatoon, on a perdu en finale contre les Golden Bears, je pense. C'était ça en finale ou en demi-finale? Je me rappelle pas. Je m'étais pété l'épaule. Fait que je pense que j'avais pas joué la dernière game. J'avais ainsi joint. Fait que non, ça a été des très belles années. As-tu, dans ce temps-là, comment est-ce que tu as trouvé le Kazakhstan? Je pense que c'était allé au... Sérieux, wow, Universidad, là. On a reçu Olivier Heinz, là, je pense, un mois, là, puis dans le fond, qui était dans l'équipe Team Canada, là, qui était au Kazakhstan. Il y avait quand même des pas pires anecdotes, là, que c'était assez dépaysant comme mais que c'était assez dépaysant comme plan. Ouais, vraiment. J'ai une petite photo pour ça. Je pense qu'il va. Avec le toutou, ça c'est un de mes meilleurs chums, Guillaume Asselin, qui joue présentement à Ajoie en Suisse, là. Mais écoute, ça a été une autre expérience complètement débile là, au Kazakhstan, comme disait Olivier. Oli, c'était notre capitaine dans ce temps-là. Fait que, écoute, ça a été vraiment, on arrive là-bas, puis tu sais, c'était un pays du tiers-monde, puis il y a aussi la guerre, tu sais, c'est en dessous de la Russie. Fait que c'était hyper sécurisé, là. On était barricadés, le village, je sais pas qu'est-ce que Oli a dit, là, mais il a dû dire les mêmes affaires que moi, là. On était barricadés par des soldats à peu près aux 10-20 mètres tout le long du village des athlètes. Puis on se faisait escorter par des polices pour aller à l'aréna. Fait que, tu sais, ça a été vraiment... Puis le soir, on voulait sortir des fois, mais c'était vraiment shady, là, parce qu'ils ont la langue est vraiment différente. Ils nous avaient donné un collier avec une carte puis les essentiels à dire, tu sais, comme je veux retourner à la maison avec l'adresse du village olympique. Comme, tu peux-tu avoir une ride ou merci, puis comme s'il vous plaît, genre, écoute, on avait sorti une soirée, là, c'était quand même cool, là, dans le bar, c'était un nightclub, puis dans ce bar-là, il y avait comme d'intégrer un genre de section danseuse, là, puis ça l'avait viré quand même pas pire, Bon, ça, c'est quelque chose que Olivier n'avait pas dit. Ah ouais, c'est ça. Comme un McDo pour adultes, là, qui avait la section exactement. Pour adultes, les jeux pour adultes. C'était... Fait que moi, j'étais célibataire dans ce temps-là, fait que c'était à cette porte-là que la soirée s'est terminée, là, tu sais. Ouais. Ce que Olivier nous avait compté, c'est que justement, il parlait de où ce que vous restez, que c'était barricadé, que dans le fond, il avait pris un taxi, puis qu'il pensait plus, il devait probablement être un peu chaud pour tout ça, puis que quand il est arrivé à la place, il avait comme plus d'argent pour payer. Fait qu'il est juste parti à courir derrière le spot. C'est impossible, mais pas compter ça. Ah ouais, bon, la prochaine fois tu le vois, tu en parleras. Il avait dit qu'il était parti, il était parti à courir, puis que... Il restait juste, je pense, un 4 piastres, je sais pas trop. C'est sûrement. Il avait lancé 4 piastres. Ouais, ça doit être la soirée qu'on est sorti, justement, là. Fait que ouais, c'est ça, c'était rempli de mauvaises décisions, I guess. Sur la glace, ça s'était bien passé quand même. Ouais, vraiment, on avait tellement un beau club avec Martin Lefebvre à Def. Là, on avait Guillaume Asselin, Thomas Giroux, on avait Auger d'un but avec gaulé sa tête, là, comme l'année passée, justement. Il s'en avait vraiment
un club, ben c'est un peu normal. C'est Team Canada, donc on avait un club boosté, mais on avait fini 3e, je pense qu'on avait une médaille de bronze. C'est sûr que les top clubs, mettons la Russie, puis les Kazakhstan, les prérequis là-bas, c'est d'être étudiant. Ouais. Étudiant à temps plein. Mais si on connaît les tendances des Russes, ils s'inscrivent dans un cours à distance, puis ça joue à l'année longue ensemble, là, on s'entend. Là, c'est sûr que. Il avait parlé, je pense, Olivier, que tout à coup, il y avait des joueurs qui étaient inscrits. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Là, ça n'a pas d'allure. Là. Fait que, les autres, il y avait un très gros club. On avait perdu contre eux autres, justement, dans la game. C'était un bon match, par contre. Ensuite, quand tu as fini ton parcours universitaire, tu as fait le saut là, chez les professionnels pour de vrai. Pas comme la première fois là, que tu étais retourné. Non, c'est ça. Tu as joué à Wichita, ça c'était en Oklahoma, si je ne me trompe pas. C'est au Kansas. C'est au Kansas, ouais. Donc, c'est comment l'expérience là-bas là, tu gardes-tu des beaux souvenirs là, du quand même, pour vrai, une autre fois, c'est quand même très différent. Là, c'est américain, c'est redneck là, à 100%. Là, juste pour vous donner une idée, le seul bar là-bas, c'était un gros amphithéâtre de rodéo finalement. Fait que c'était comme vraiment des films Footloose. Puis je dis tout le temps cette anecdote-là, mais comme la première fois qu'on est sorti là, on est comme arrivé avec notre petit style du Québec ou Montréal, whatever. Puis là, tous les gars arrivaient avec le bot de cowboy, puis le belt avec leur chemise, puis leur chapeau de cowboy. C'est comme la première fois que moi et les boys, on se sentait moins regardés que d'habitude. Puis là, ça dansait la danse en ligne au milieu, fait qu'on a resté tranquille cette soirée-là. Puis à toutes les heures, ce qui est malade, c'est que comme le dance floor, qui est immense, il y a un jumbotron, toutes les lumières se ferment, puis comme les spotlights, ils ouvrent au bout du bar. C'est une vraie compétition de rodéo. Là, il y a de la terre en avant de toi, puis il y a du vrai bull riding, puis ça bête du cash, puis tout. Fait que, ça, c'était vraiment une expérience quand même assez malade. Là. Ça faisait changement du radio lounge, puis de l'atelier, mettons. Mais sinon, la East Coast en soi, écoute, c'est une belle ligue. C'est une ligue qui est quand même intense. Ça joue du gros hockey, c'est très physique, puis c'est très exigeant, je te dirais, étant donné que les line-ups sont souvent réduits. Là, ça joue à 10 attaquants, parfois 9, avec ces 3 lignes, puis c'est très, très, très physique comme style de rencontre, surtout dans l'Ouest, là, avec Allen, il y avait Idaho aussi, il y avait Oklahoma, justement, Tulsa qui disait là, les Oilers de Tulsa, je crois. Fait que c'est sûr, quand tu joues en plus de ça, 72 games avec le voyagement, c'était rough, mais tu vois plein de bons joueurs. Nous autres, cette année-là, Wichita joue avec Guillaume Lépine. Fait que ça, c'était vraiment cool. Il y avait une belle gang de Québécois. Il y avait Jérémy Baudry, il y avait Marc-Olivier Crevier-Morin de Rivière-du-Loup, puis il y avait Samuel Thibault il est rendu à Saguenay. Fait que, on avait une belle gang. Il y avait Loïc Marcotte aussi. Fait que j'ai joué à Rivière-du-Loup. Fait que on avait une belle gang de Québécois. Ça, pour ça, c'était vraiment le fun de pouvoir enjoyer ensemble. Puis en dehors de la glace, c'était vraiment une belle année. Là. Vous aviez un club de la Ligue nord-américaine. Ouais, sérieusement, mais surtout en termes de Québécois, c'était clair, ouais, c'est ça. Fait que c'était cool. Puis j'ai passé un petit mois aussi à Laval là, avec le Rocket. J'avais été callé up. Besoin de défenseur. J'avais joué 2 games avec eux autres. Puis c'est ça, dans le fond, il y avait Donald Dufresne qui m'avait coaché à Rimouski. Lui était là, fait que j'étais pas en terrain étranger. C'était-tu le fun? As-tu eu la chance de jouer à Place Belle? Ouais, Place Belle, puis l'aréna des Maple Leafs de Toronto aussi. Ouais, c'est pas plate. C'était à jouer 2 games dans ouais, j'ai été chanceux, mais oui, c'était vraiment le fun, une belle expérience. Écoute, c'était un peu ça, dans le fond, l'année d'après, j'étais à Orlando, puis j'ai été callé up à Stockton, mais c'était un peu comme mon plan de match. Finalement, après mes études, je m'étais dit, garde, je me donne 2 ans pour essayer de percer, aider la Ligue américaine. Sinon, je pense que ça va être le temps de faire un saut en Europe, là. Parce que, j'ai gradué à 25, rendu à 28 ans, essayer de grinder la East Coast puis la Ligue américaine,
souvent, c'est une ligue de développement, là, fait qu'ils donnent moins de chance à ces gars-là. Fait que c'est ça, après ça. Mais après ces 2 années-là, je suis allé en Europe. La Floride, Orlando, c'est aussi redneck que Kansas, mais c'est un peu on entend parler de la Floride, c'est pas mal dans le milieu. Là. C'est ça, ouais, quand même. Mais tu sais, je pense que c'est un petit peu redneck vraiment en termes de cowboy, puis pick-up, puis ces affaires-là. Là, mais ça reste l'American Dream. Là, il y a Disneyland, il y a Universal Studios pas loin, il y a les plages. Là, fait que là, cette année-là, je jouais avec Stéphane Fournier. J'avais Vincent Dunn aussi, il y avait Alex Ranger, puis Christophe Lalancette qui était là. Fait qu'on avait une belle gang de Québécois. On s'est tous fait trader avant Noël, un par un. Je pense que Martin Lefebvre à la défense, le coach défenseur, il était un peu raciste. C'était un Ontarien, puis il y avait un nom francophone. Je pense qu'il détestait le fait que le monde pensait qu'il était québécois, parce que, pour être bien franc, là, le fameux la discrimination envers les francophones est encore présente. Là. On peut penser que non, là, mais elle est encore là. Elle est très sournoise, là, mais elle est encore présente. Ça dépend des places. Des places, c'est que c'est pas le cas du tout, mais il y en a d'autres que c'est encore it's still a thing, tu sais. Ouais. T'en as-tu vécu un peu? Je veux dire, c'est subtil ou... Quand même vraiment subtil, là, mais oui, j'en ai vécu. C'est une des raisons pour laquelle j'ai comme décidé de partir en Europe aussi, puis de comme, tu sais, tirer la plug un peu sur la carrière. Ben, tu sais, je sais pas si c'était vraiment dédié envers le fait qu'on est francophone, mais tu sais, on n'a jamais le droit de parler en français. Si on parle en français, ils pensent qu'on parle dans le dos. Puis, alors qu'on a tellement d'autres choses à faire. Là, si je veux parler dans le dos, je vais attendre de sortir de la glace, puis je vais aller à la maison, puis je vais parler à mon chum québécois d'autres choses. Mais c'est juste qu'on se force tout le temps à apprendre à parler anglais, alors qu'eux autres, c'est clair. Puis c'est normal là, qu'ils ne parlent pas le français, mais c'est juste que des fois, d'être un petit peu plus compréhensif. Puis quand on parle en anglais, après ça, c'est sûr qu'après ça, dépendamment de ton niveau d'anglais, tu peux pas nécessairement être aussi fluide qu'un anglais, puis aussi charismatique, aussi outgoing qu'un anglophone peut l'être. C'est d'être un petit peu plus compréhensif. Fait que, oui, j'en ai vécu un petit peu de discrimination, puis c'est subtil parce que souvent, c'est pas directement envers toi ou envers ton chum, mais c'est comme t'es moins impliqué, t'invites un petit peu moins dans les events, dans les ci, dans les ça. Fait que, de toute façon, au final, j'ai souvent dit que c'est mon avis à moi, mais de ce que j'ai vécu, la East Coast League, puis le hockey professionnel, je trouve que c'est un sport individuel dans un environnement collectif, finalement. Des fois, avec quand le côté professionnel, l'argent, la compétition rentre en ligne de compte, des fois, c'est un petit peu moins l'aspect loyal, puis les valeurs d'équipe sont peut-être un petit peu moins mis de l'avant là, dans ces contextes-là. Fait que c'est ça. C'est un peu la différence que je pense t'expliquer avec l'Université McGill. Dans le fond, même junior, je veux dire, vous êtes dans la même équipe, les joueurs, mais tout le monde veut se prouver pour avoir être drafté ou avoir un contrat. Exactement. Après, même chose junior, dans le c'est ça. Ouais, carrément. T'as vraiment raison. Mais junior, c'est québécois. C'est la maison aussi pour ben les gars. Puis t'as encore ton cœur d'enfant, je veux pas, t'es encore super jeune, tu sors du midget 3A. Fait que l'esprit d'équipe est quand même assez présent. Puis justement, t'es en pension, tu fais tout ensemble. Les gars n'ont pas encore de famille, c'est moins individualiste que le professionnel. Puis universitaire aussi, c'est tout le monde est là pour 4 ans, puis la majorité, peut-être je te dirais 75% des gars vont arrêter de jouer au hockey après. Ils se partent dans leur carrière en tant que professionnel au niveau plus social, puis tout ça. Fait que les gars, ils n'ont pas intérêt à être selfish, là, ils n'en ont rien à battre de leur stats. Au contraire, ils veulent juste avoir du plaisir, puis gagner en équipe. Puis c'est vraiment les vraies valeurs du hockey, les vraies valeurs du jeu d'équipe qui sont mis de l'avant dans ce temps-là. Là. Penses-tu qu'il y a un parallèle à faire avec la Ligue nord-américaine à ce niveau-là? Oui, 100%. Ouais. 100%. C'est une des raisons pourquoi que je joue encore. Là, finalement, les gars sont à la fin de leur parcours de hockey. Puis c'est ce qui fait en sorte que je suis encore là aujourd'hui. Quand j'ai fini mon parcours professionnel, j'étais vraiment pas certain de vouloir continuer à jouer. Puis Bobby
m'avait appelé à plusieurs reprises. C'était pendant la pandémie aussi. J'avais une couple de chirurgie que je devais faire pour me remettre sur mes 2 pattes. Fait que, mais tu sais, quand je suis rentré dans la ligue, les gars, c'est tellement une culture qui me fait ressembler. Tu sais, au niveau sportif, c'est une culture qui ressemble énormément à celle que j'ai pu vivre à McGill. C'est vraiment tout du monde vrai, c'est du monde authentique, du monde sincère, honnête. Fait que quand il y a de quoi à dire, mais au moins, il n'y a pas de gossip ou de two-face. C'est tellement, il y a des gars avec, juste encore une fois, que je peux vraiment prendre en gros exemple, des vraies personnalités caractérielles qu'on a dans cette ligue-là, puis dans cette équipe-là surtout. Là. Tu parlais que tu étais peut-être moins invité là, quand tu étais dans le pot, dans les événements. C'était-tu, mettons, les événements dans la communauté? Non, pas dans la communauté. En général, la communauté, il était quand même super intéressé. Je te dirais, ça dépendait vraiment de certaines places, mais c'est plus, mettons, en termes de petites activités d'équipe, il y avait des petites clics un peu. Fait que, est-ce que j'ai été blessé de ça? Non, pas du tout. Vraiment pas. Puis, même moi aussi, j'avais une petite clique, mais c'est juste comme la culture en général qui faisait que c'était un petit peu moins inclusif, c'était un petit peu moins le fun, c'était un petit peu moins, positif comme vibe, comme environnement, qui fait en sorte que, je trouve que ça l'atténue un petit peu ton intérêt pour la game. Fait que, est-ce que j'étais mieux qu'eux autres? Non, pas nécessairement, mais d'avoir eu, je suis pas mal certain qu'avoir été nouveau comme à Thetford, un Tom Lafontaine, un Max Lecourt, un Gab Lemieux, un Tom Bellemare, s'ils amènent tout le monde avec eux autres, là, puis dès que tu essaies de te faire une clique, ils te le disent, puis ils te ramassent par le collet, puis tu viens on s'en va ensemble, là, tu comprends? Il n'y a pas de niaisage, là. Ah, c'est bon, ça. C'est pas ton mot à dire, là. Fait que c'est un peu ça, là. Tu peux me parler peut-être de ton année à Gap. Tu dis que tu es parti pour l'Europe, donc tu as fait une saison en France. Ouais. Ça a été vraiment une autre très belle expérience que j'ai vraiment aimée. Ça s'est fini un peu sur une petite dose amère, un peu dans le même style que je parlais, là, un peu, c'est sournois, un peu selfish finalement. Mais somme toute, j'ai rencontré des Français vraiment exceptionnels. J'ai rencontré des bons amis. La France, nous autres, à Gap, j'étais dans le sud-est de la France, dans les Alpes. J'ai complètement trippé. Là, j'ai comme eu une piqûre pour le ski. Pendant cette saison-là, j'ai pu skier en masse dans les Alpes françaises. Fait que ça, c'était vraiment cool. C'est sûr que, c'est une des raisons pourquoi aussi j'ai comme tiré la plug là, avec mon bac. Ça faisait déjà 3 ans que je joue au hockey. La pandémie a comme frappé. Puis j'avais pas une si grosse saison que ça. Honnêtement, on a comme on disait tantôt, je suis un défenseur un peu plus à caractère défensif qui a le côté robustesse, mais même si ma mise en échec elle était clean ou était légale, je me ramassais au banc de punition parce que le Français se fait broyer sa glace, puis tout le monde criait. Fait que, honnêtement, c'était difficile pour moi de jouer physique, surtout dans des glaces qui sont olympiques. Fait que, il fallait que je me déporte tout le temps pour aller frapper un joueur. Puis je pense qu'il y avait peut-être il y avait sûrement des certaines attentes au niveau de mon apport offensif. Face à mes stats que j'avais eu à Gatineau, parce que j'avais eu des belles stats à Gatineau. Benoît Groux m'avait donné une belle chance, c'est le powerplay. Honnêtement, je suis capable d'amener un apport offensif dans une équipe. Est-ce que je suis un quart arrière? Absolument pas. Mais je suis un gars qui peut amener une certaine touche là, si on me fait confiance. On me donne l'opportunité de le faire sur un deuxième powerplay. L'année passée, j'ai eu quand même une meilleure saison en termes de stats que l'année d'avant, mais j'avais eu l'opportunité d'aller chercher des chiffres en powerplay, en deuxième powerplay, quand même une bonne partie de la saison. Fait que ça a son pesant d'or. Mais sinon, somme toute, en France, j'ai comme pas eu cette opportunité-là. J'ai joué peut-être, je te dirais, un chiffre, puis c'était un chiffre en avant du net en powerplay. Fait que ça a été une saison un petit peu plus compliquée pour moi, puis il y avait une certaine insatisfaction. Sérieux, on avait tout le temps un stretch d'équipe après les pratiques, mais ça prend pratique. Tu t'en vas dans le gym, puis la majorité des gars, ça se stretch pas pantoute. Là. Fait que moi, je suis quand même gourmand, fait que j'avais faim, je voulais tout aller à la maison, fait que je me stretchais pas avec les boys après la pratique. Mais je me faisais un gros stretch après-midi. On s'entend que les lifestyles de joueurs de hockey, c'est pas les vies les plus occupées.
Fait que j'avais le temps en masse de pogner mon ballon, mon foam roller, puis de me rouler l'après-midi. Mais ça a l'air qu'en fin de saison, toute la saison, finalement, ça faisait pas l'affaire de certains de mes coéquipiers, puis qui finalement le disaient au coach, puis que ça a fait partie un peu de mon je dirais, mon topo de fin de saison avec les coachs, comme quoi je faisais pas les stretch après les pratiques, mais genre, il y a personne qui me l'a jamais dit que ça faisait pas leur affaire, là. Pendant toute la saison, j'ai fait ça, je pensais que tout le monde était content, mais comme fait juste me dire, hey, Boots, tu peux là te sketcher après le game, les gars, c'est important. Mais tu sais, je l'ai fait là au début de la saison fait que, tu sais, c'est tous des petits détails de même qui faisaient encore en sorte que c'était lourd, puis c'était comme tannant, c'est une garderie. Finalement, tu sais, les gars, ils ont des femmes à la maison, les enfants, on est rendu des adultes, là, habituellement, les gars, ils se gèrent comme ils veulent. Fait que, tu sais, ça, c'était un peu de l'enfantillage que j'ai un petit peu moins aimé de mon parcours là-bas. Mais, tu sais, est-ce que tous les clubs sont comme ça? Probablement pas. Je pense que c'était peut-être juste la gestion qui avait été comme ça à ce moment-là. Là. Ou un fit, des fois, il y a un fit qui n'est pas bon pour un joueur. Exactement. Ça peut être exactement. bon pour un autre. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une belle ligue. Puis, tu sais, c'est un beau pays. Le vin il est bon. Les baguettes puis le fromage aussi. Là, c'est bien Avec la saison là, qui est de pandémie, tu n'as pas joué une saison. Puis par la suite, tu as fait ton arrivée avec l'Assurantia. Je pense que Bobby te parlait déjà depuis un petit moment, mais comment ça s'est fait de ton côté? T'avais été repêché en 2016, donc je ne sais pas si tu étais au courant, là, mais j'imagine que ça faisait peut-être une couple d'années que Bobby était signé un peu. Exact. Ouais, c'est ça. Tu sais, Bobby faisait son Bobby là, son petit follow-up à toutes les années. Il était vraiment correct pour de vrai. Ça s'est bien passé. Tu sais, comme je vous dis, j'étais vraiment pas sûr. J'avais un hernie inguinal. Je devais me faire opérer au nez aussi. Je devais me faire opérer à la bouche. Fait que, tu sais, j'étais vraiment dans ma tête. Tu sais, pour moi, c'était fini. Puis quand il m'a rencontré, j'ai dit, tu sais, va falloir que je joue avec une grille. Puis dans la tête, c'était pas faisable, tu sais, de jouer dans une ligue de garage que je joue avec une grille. Il m'a dit, tu sais, il n'y a pas de trouble, tu peux jouer avec une grille, on va te protéger, il n'y a vraiment pas de stress. Fait que, tu sais, il m'a vraiment fait sentir à l'aise. Puis, je suis arrivé dans l'équipe, même chose pour les gars. Les gars, ils ont été vraiment insane avec l'accueil. Puis, tu sais, ils m'ont vraiment fait sentir à l'aise rapidement. C'est sûr que c'était dur pour l'ego au début d'avoir à jouer avec une grille, mais, tu sais, justement, j'étais plus pas fragile, là, mais j'étais plus discret au niveau des mises en échec. Puis comme à un moment donné, là, j'ai eu un meeting avec Bob me rencontrer. Puis il a dit, tu sais, je sais pas si c'est parce que t'es gêné ou quoi que ce soit, mais il dit, garde, il dit, tu peux sortir les épaules, tu peux t'amuser. Puis il dit, nous autres, on va s'occuper du reste. Puis les boys avaient fait la même chose. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai débloqué là, tranquillement, pas vite. Puis je me suis laissé aller comme j'étais capable. Là. J'imagine qu'il y a une couple de gars dans cette équipe-là qui ont dû te faire sentir ou te le dire de hey, tu sais, fais qu'est-ce que tu veux, puis inquiète-toi pas, on va être là. C'était drôle, tu sais, Lausier, il était venu me voir, il m'a dit là, j'aime tout, je m'occupe du reste, tu sais, c'était ce qu'il avait dit, fait que j'étais comme, ok, parfait, that's fair, fair enough. Ouais, je sais pas si tu t'en rappelles, une de tes premières vraies bonnes, là, je sais pas si c'était après que tu avais eu une conversation, là, mais je pense que c'était juste avant les fights contre Sorel, tu en avais... Ouais, je me rappelle très bien, ouais, c'était vraiment dans ce moment-là. Ouais. C'était qui déjà? C'était... Beaulac, si je ne me trompe pas. Beaulac, exactement. Beaulac. Ouais, c'était en power play, là. Il a coupé il est comme allé reacher pour la puck un peu plus loin, il a fait un genre de open ice, moi j'étais à gauche, fait que... Tu sais, dans le fond, tu parlais de timing tantôt. C'est juste que quand tu vois un gars qui s'enligne vers une espèce de, je sais pas, pas une montée, mais tu sais, quand il s'enligne vers une montée, puis tu sais que tu peux comme te faire oublier, ben c'est à ce moment-là que puis aussi, je pense qu'on perdait ce game-là, fait qu'on avait besoin peut-être d'un petit reality check, là, puis d'un événement qui allait pouvoir faire changer le jeu de bord. Fait que c'est dans ces moments-là que je me dis, OK, parfait, lui, je vais laisser de l'enligner, mais tu sais, souvent, si je sens qu'au fur et à mesure que le jeu se dessine, je sens pas que je vais l'avoir comme à 100%, puis c'est pas des mises en échec clean. Souvent, tu sais, je vais juste step back, puis parce que, tu sais, ces mises en échec-là aussi, c'est dangereux de te faire prendre. Si tu la manques, tu peux te ramasser à donner une scoring chance against. Fait que, tu sais, j'aime ça. Je suis quand même quelqu'un de prudent, là, pour avoir vu mon parcours, puis d'être allé à McGill, j'aime ça prendre les choix
choix plus sûrs. Et première année avec l'assurance, tu as pu goûter à l'ivresse d'un championnat pour dire d'un championnat. L'ivresse d'un championnat, qu'est-ce que tu veux dire? C'est une expression, là, mais l'ivresse d'un championnat, on peut dire ça aussi avec de l'alcool. Ah ouais, c'est clair, ouais, 100%. Non, écoute, on est parti tard de Laval. Ouais. C'est quoi tes meilleurs souvenirs, mettons, je dirais peut-être de la run de série pour commencer, puis c'est quoi, dans le fond, tes meilleurs souvenirs là, des célébrations là, une fois que vous aviez réussi à gagner? Ah, écoute, gagner au House of Pain, là, dans l'aréna la moins luxueuse de l'équipe, je pense, au niveau des vestiaires visiteurs, c'était quelque chose de bien spécial. Au moins, on n'avait pas l'impression de marcher sur des œufs quand on shakeait nos bouteilles dans la chambre. Écoute, ça, c'était vraiment une scène. C'était playoff run là. Ben, juste cette saison-là, pour moi, ça a été marquant parce que j'ai jamais joué dans une équipe aussi dominante que ça. Dans ma carrière, j'ai été souvent, mettons, un leader, juste un assistant ou quoi que ce soit dans les équipes que j'ai faites. Mais cette année-là, j'étais pas un leader, j'étais un suiveur. Puis dans chaque équipe, il y a des leaders et des suiveurs. Puis c'était juste tellement insane de voir la cohésion de l'équipe. Tout le monde était sur la même page, les couteaux d'un dent, la concentration avant les games. Les gars, on savait tout qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui allait se passer. On était prêts à tout. Juste les étoiles étaient alignées. Tout le monde était dans leur chaise. Je veux pas. C'est tous des joueurs qui ont joué des gros calibres. On avait des gars sur une 4e ligne qui avaient joué des gros calibres. Un Tom Bellemare, oui, c'est sûr qu'il était un petit peu plus habitué à jouer sur une 4. Mais mettons, Yann Joseph, qui lui avait joué du hockey pareil dans le passé, puis il avait joué longtemps. Lui, il avait vraiment buy-in son rôle de jouer, je te dirais, 5 chiffres par game, mais quand il est là, il y a la pédale dans le fond. C'est un agitateur sur la glace, il dérange l'adversaire, il gagne les face-offs. Chaque joueur avait son rôle, puis il le remplissait comme à perfection. On était béton dans les filets avec Marco et Cadoret. On avait vraiment un club impénétrable. C'est juste la philosophie, la mentalité qui était comme tous les attributs ou les éléments étaient sur le plateau pour avoir du succès. Puis c'est ça qu'on a fait, sans oublier justement le coaching staff, puis Serge, notre propriétaire. Là, tout le monde était vraiment tous sur la même page. Puis ça a été vraiment impressionnant. Puis ça a été marquant à vivre, honnêtement, une année comme ça. Puis là, une fois que la coupe a été gagnée, c'est quoi un peu là, tes meilleurs souvenirs? Tu te rappelles-tu de je sais pas, de sortir du banc en lançant tes gants ou tu te rappelles-tu un peu de où c'était un peu blackout quand c'est arrivé? Ou... juste de gagner, de détacher ma grille, je m'en rappelle, que j'ai dû juste de détacher ma grille plutôt que de tirer sur mon casque. Mais de pitcher les gants, c'était fou avec les boys. Veux pas. Oui, on a eu l'impression que ça a été facile, mais en même temps, ça a été très difficile d'être aussi dominant que ça, de pas se laisser un break, une game. C'était juste back-to-back-to-back. À toutes les games, on se présentait comme des chiens enragés. Fait que ça a été vraiment une délivrance un peu. Les gars, on a vraiment trippé d'aller faire les festivités dans la chambre, de vivre ça tout le monde ensemble. On s'est de retourner à Thetford pour vivre la cérémonie dans l'aréna avec les fans. C'était vraiment cool. Les gars on a fait des niaiseries, écoute, toujours respectueuses, là, mais d'amener nos mi-morts avait amené le casque puis les gants puis le bâton à Caderette dans le bar, là, fait qu'il faisait le clown. Je pense que c'était l'Halloween en avril, là, en mai, là, finalement. Fait que c'était des faits cocasses qui étaient bien le fun à vivre avec ces gars-là. On a ici Gabriel Lemieux qui écrit que tu avais un bon partner avec un petit clin d'œil. Ça, c'est clair. Il m'écoute, lui, le salaud. Non, mais écoute, Gab, je ne l'ai pas mentionné, mais en effet, là, écoute, c'est un élément clé de l'équipe depuis des dizaines d'années, puis il est là soir après soir avec moi, puis écoute, je suis assis à côté de lui dans la chambre, puis
me ramasse à la maison, mais je me ramasse un peu moins à l'aréna. Fait que j'ai tout le temps une gogoune qui traîne de son bord, puis il ne gêne pas pour me le rappeler. Puis je mets aussi je mets du ketchup et de la mayo dans ma poutine, ça l'écœure aussi après le game. Fait que merci à Gab de me supporter jour après jour. Puis écoute, c'est un partner incroyable parce que je pense que si moi j'ai aimé, Scott Stevens lui aussi est capable en masse. Fait que ça faisait partie un peu de la recette gagnante d'avoir ce gars-là à ma droite. Là. C'est clair que il est facile à jouer, mettons. Un bon petit témoignage, ça. Un bon petit témoignage. J'espère qu'il va être fin demain. J'espère qu'il va me demain jeudi, j'espère qu'il va me donner du pré-workout un peu. Si on regarde un petit peu cette saison, peut-être ça a commencé, tu disais un peu la machine là, a pris un peu de temps à partir, mais depuis, là, vous avez eu une bonne séquence de victoires. En ce moment, vous êtes le 2e au classement. Après l'année dernière, malheureusement, avoir perdu en finale, est-ce que vous, tu sais, l'esprit là, qui était dans la chambre de l'assurance, est-ce que c'est encore là? Est-ce que tu penses là, cette année là, que vous avez vos chances pour pouvoir y aller encore pour la Coupe? Certainement. C'est le même noyau de joueurs, puis c'est drôle que Gab soit là, mais Gab fait partie du noyau, puis les Christophe Lausier, Max Lecourt, Dave Labrec, c'est des gars qui sont là depuis toujours. Puis c'est ces gars-là qui ont fait en sorte qu'on a. C'est des gars qui ont fait en sorte qu'on a gagné cette année-là avec le noyau. Il est toujours le même. Guillaume Lépine, j'ai nommé pas tout, le sort et compagnie. Fait que, ces gars-là, c'est eux qui traînent le club, puis c'est eux qui sont encore là. Donc, je vois pas pourquoi on n'aurait pas ce qu'il faut pour aller plus loin. On a eu des super belles ajouts cette année. L'équipe a changé un petit peu, assez revisité finalement, mais l'essence est toujours là, puis elle s'est juste modifiée un petit peu pour le mieux. Là. Il y a Martin Fecteau qui écrit aussi beaucoup de photos à la face de bœuf, Coupe 2022, restaurant classé top secret pour 25 ans. Peut-être qu'on va pouvoir mettre la main là-dessus dans 25 ans pour voir que ça a l'air, ce fameux après-championnat-là. Mais que ça soit déclassifié, oui. C'est pas moi qui va les leaker, ça c'est sûr. Il y a une photo dans le chat de Pierre Fontaine. Il dit « Tes meilleurs souvenirs de la finale, Thetford, Saint-Georges l'an dernier, malgré la défaite, c'était quand même spécial d'avoir ces deux équipes-là en finale, la foule, l'ambiance, c'était comment avec la rivalité, parce que les deux buildings étaient plus que pleins tout le quand même quelque chose. Hein. Sold out à chaque place. C'était vraiment trippant. C'était vraiment, vraiment, vraiment une belle finale. C'était fort en émotion aussi. Là. C'est certain que ça a été une défaite crève-cœur. Mais je pense que une finale comme ça, c'est excellent pour la Ligue. Le niveau de hockey rendu à ce temps-là de l'année contre Saint-Georges, je pense que c'était très, très élevé. Là. C'était un jeu qui était très serré. Il y avait des gros joueurs sur la glace. Ça jouait vite, ça jouait serré. Fait que c'est très bon pour la Ligue, c'est bon pour le hockey québécois aussi. Je pense que c'est une Ligue qui est très, très sous-estimée. Pour l'avoir sous-estimée moi-même avant d'y jouer, il a fallu que je m'ajuste aussi. Fait que non, c'est sûr qu'on a été super chanceux. On est gâtés d'avoir un très bon fanbase, d'avoir des partisans qui nous suivent de notre côté, mais c'est tout à l'honneur aussi du Cool qui, eux, ont un très beau fanbase aussi. Vraiment une crowd qui est intimidante à les jouer contre, très bruyante. Fait que c'était vraiment, vraiment cool à vivre. C'est sûr que ça a été vraiment crève-cœur, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est voir la ténacité de nos gars dans la chambre. On avait une équipe quand même amochée. Moi, certains que vous n'avez entendu parler un petit peu, mais de voir la persévérance des boys, puis de se présenter malgré tout. C'était pas des blessures qui étaient si banales que ça. Fait que c'était des belles leçons d'humilité que j'ai pu vivre durant cette ronde de playoff-là. Fait que c'est du bon bagage pour ramener cette année. Dave, je ne sais pas si tu avais d'autres questions. Je serais allé avec des petites photos. Donc, pour les petites photos, on a parlé de ta carrière de hockeyeur et commençons par maintenant ta carrière d'entrepreneur avec une petite photo ici. Yes! Donc, le gin Catalyst.
Exactement. Avez-vous la chance d'y goûter? Non, pas Non, encore. pas encore, malheureusement. Disponible dans les SAQ. Là, c'est il est dans vous êtes dans les SAQ? Oui, exact. Environ, ça fluctue beaucoup, là, mais je te dirais qu'on se situe entre 75 et 125 succursales. Là. On a été beaucoup dans les SAQ sélection durant le temps des fêtes. Il y a une promo qui vient de se terminer, là, mais sinon, c'est ça. On se promène pas mal dans les SAQ au Québec. On est à Saint-Georges, Thetford aussi, mais ça dépend des ventes, là, finalement, la demande aussi. Là, c'est propre à chaque succursale. Ça s'en va dans mon panier. J'ai une petite question par rapport à ça. Premièrement, pourquoi Catalyst? C'est-tu toi qui avais choisi le nom? Est-ce qu'il y avait un petit... En fait, Catalyst, c'est un terme qui est utilisé en chimie, puis c'est un terme qui représente, en fond, c'est un vecteur de changement. C'est un élément qui provoque ou accélère un changement important dans son environnement. Puis notre chimiste qui a conceptualisé le gin, finalement, Christophe Bérubé, lui, c'est un docteur en chimie au CHU de Laval. Là, il fait de la recherche contre le malaria. Fait que c'est un peu sous cette thématique-là que le gin a été confectionné. Là, ça a vraiment été une distillation moléculaire. Lui, c'est un tripot de molécules. Fait que, il a fait une distillation jusqu'aux aromates, jusqu'aux molécules du gin. Je n'irai pas dans les détails, là, mais c'est ça. Il a fait en sorte qu'il est allé chercher des molécules rares dans les 6-quiterpènes. Un gin, c'est fait avec des terpènes, mais aussi des 6-quiterpènes. Exemple, thym, romarin, baie de genévrier, poivre des dunes. Puis cette molécule rare-là a la propriété fascinante de venir inhiber le goût de l'alcool. Fait ça vient prendre place aux papilles gustatives en bouche. Fait que ça fait en sorte que le gin est beaucoup plus doux. Fait que finalement, c'est un peu ça le concept de Catalyst, c'est que c'est un nouveau procédé, c'est une nouvelle manière de produire. Des produits conjointement La caméra avait gelé pendant quelques secondes. C'est vrai. C'est correct, là. Ouais. C'est correct. Ton son est comme bizarre un peu, mais. Ouais, ton son, quand tu parles, c'est pas si... Y a-t-il bizarre toute le long? Non, juste là. On dirait que tu es dans un réacteur d'avion. C'est l'effet du catalyste. Peut-être. Ouais. Mais, donc, tu es propriétaire, là, c'est les spiritueux chevaliers, c'est ça, qui produit le gin Catalyst? Exactement. Est-ce que mon son est mieux, là, ou... Non, il est encore bizarre. Sinon, tu peux... Je peux peut-être déconnecter, reconnecter, ou... On essaye. M'entendez-vous, là, ou... Ouais. Ouais, t'entends. Ok. Je vais reconnecter mes écouteurs, au moins de master. Un, deux. Un, deux. Ouais, ça le fait encore. Regarde, ça dépend d'une même ou c'est encore moyen? C'est encore sinon, est-ce que tu juste de déconnecter du stream et de revenir? Ouais. Là, je pense que Dave aussi, ça fait du bruit, là. Puis moi aussi. Fait que je pense que c'est peut-être... il y a un reverb. Fait que tu serais peut-être mieux de remettre tes écouteurs, je pense. Sinon, on va falloir couper ça là. Ouais, j'espère que non. On a encore quelques sessions, mais essaye vite, mettons, de revenir. Ouais. On verra, on va se croiser les doigts que ça fonctionne. Yes, donc ça, le gin Catalyst disponible dans les SAQ, il va falloir essayer ça, mon Dave. Oui, ben Danny Charette qui dit qu'il y en a à vendre à chaque partie de l'Assurantia. Je vais mettre ça dans ma liste. Yes. Bon, ça marche, parfait. Parce que moi, ma prochaine question était très importante, justement, par rapport au gin. Selon toi,
si j'achète un petit gin, c'est quoi le meilleur drink à se faire avec un petit gin Catalyst? Ça dépend. T'es-tu bien fancy ou t'es assez simple puis t'aimes ça laisser dans ta glaceur puis que ça soit accessible à tout le monde sur le bord d'une terrasse? Ben, c'est sûr que s'il est assez doux pour se boire de même, moi, j'aille pas ça avec une petite glace, mais sinon, j'aille pas ça faire un petit drink fancy aussi. Pour le reste, c'est un excellent choix, là. Tu sais, un petit digestif doux. Moi, perso, quand je le bois seul, je vais le prendre tempéré comme un bon scotch. Il est vraiment doux après, mettons, un bon meal. Avec la glace, encore une fois, c'est un excellent choix, là. Tu sais, je te conseille, en fait, je conseille vraiment fortement de le déguster comme ça pour commencer, vraiment voir à quel point il se distingue. Puis après ça, si tu veux boire en cocktail, dans les cocktails qui sont vraiment nice, il y a le London Mule, qui est comme un Moscow Mule. Moscow Mule, c'est souvent avec de la bière de gingembre, puis de la vodka, du jus de citron, peut-être un petit peu de simple syrup dans les fameuses tasses en cuivre, là. Ouais. Fait que c'est des bons cocktails de soif, mais quand on dit un London Mule, c'est fait à base de gin. Finalement, avec mon gin, c'est fantastique. Là, on encourage aussi les produits québécois avec la bière de gingembre 1642, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment un cocktail que j'adore boire. Tu sais, ça se boit longtemps, ça reste froid longtemps aussi avec beaucoup de glace. Sinon, au niveau un peu plus, je te dirais, pas masculin, là, mais tu sais, classe, là, il y a le gin fashion. Le gin fashion qui est très bon aussi là, avec des partenaires québécois aussi là-dedans, la chaufferie qui font une liqueur de cerise qui est excellente. Fait que tu mets vraiment, tu y vas 50-50 avec une grosse glace dans un verre à old fashion. Fait que, mettons, tu peux mettre 1 once de gin Catalyst, 1 once de liqueur de cerise, de la chaufferie, peut-être 2 drops de bitter. Là. Ça peut être une amertume, soit de cerise ou l'angostura qu'on connaît tous. Puis tu mets une petite feuille de thé du Labrador sur le dessus. On offre une coupe de cocktails, des exemples sur nos réseaux sociaux. Mais sinon, pour les cocktails fancy, j'aurais tendance à envoyer vers cette direction-là. Sinon, dans les cocktails super simples, outre le gin tonic, l'été, là, un petit cocktail de soif qui est vraiment le fun, c'est gin, eau pétillante, puis limonade. C'est super bon, c'est pétillant, c'est rafraîchissant, puis tu sais, c'est quand même très versatile comme cocktail. Là. Absolument tout le monde c'est assez général. Il n'y a pas grand monde qui, même ceux qui n'aiment pas l'alcool, tu sais, le goût de l'alcool est quand même relativement discret dans ce cocktail-là, puis il est super simple, tu peux amener ça n'importe où. Je te demandais avant la petite interruption, dans le fond, là, vous êtes 4 propriétaires qui a parti ça, c'est les spiritueux chevaliers, c'est ça qui... Oui, exactement, ouais, c'est ça. Fait que c'est notre nom d'authenticité, parce que tu sais, le Catalyst, c'est le nom de notre gin, mais les spiritueux chevaliers, c'est le nom de notre groupe, finalement, tu sais, que éventuellement, lorsqu'on va avoir plus qu'un produit, ben, ça va quand même être associé aux spiritueux chevaliers. Puis c'est ça, tu sais, dans ce groupe-là, il y a Alex Tanguay, que vous devez connaître d'ailleurs. C'est le groupe Tanguay, ils ont aussi l'Océanique de Rimouski, ils sont assez présents, c'est l'ameublement Tanguay finalement. Okay. Les Remparts de Québec et compagnie. Alex, avec qui j'ai joué à Rimouski. Dans le fond, moi, j'ai rencontré Christophe Bérubé, notre chimiste, via Alex Belzile, avec qui j'ai joué à Rimouski. Christophe Bérubé, c'est un gars de Saint-Éloi, ainsi que Fred Rioux. C'est les deux originals, dans le fond, dans le projet. Ils avaient parti ça ensemble là, plusieurs années, peut-être 3-4 ans. Puis le projet, il était peut-être abouti, je te dirais, à 50%. Puis quand je suis revenu d'Europe, je me cherchais un petit gig, le fun, parce que je me cherchais un petit peu, pas comme tout bon joueur de hockey qui tire la plug et qui prend leur retraite. Là. Fait que je me cherchais un petit projet, le fun, pour m'occuper. Puis c'était aussi pendant la pandémie. Là. Fait qu'ils m'ont rentré avec eux autres. Puis je suis avec Alex, mon chum, avec son partner Yves 5 mars. Là, ça cherchait un projet d'alcool aussi, tu sais. On sait que c'est des entrepreneurs aguerris, puis pendant la pandémie, il y avait beaucoup de distilleries québécoises qui avaient aussi fait des purelles, là, des désinfectants pour les mains. Fait que je sais, j'avais comme intercepté une discussion par la bande qui cherchait aussi peut-être un genre de projet à base d'alcool. Fait que le merge s'est fait les 5 ensemble, puis nous voilà aujourd'hui. Donc, tu joues au hockey et puis tu t'occupes un peu des spiritueux chevaliers. C'est un peu ça ta job de tous les jours?
Non, c'est ça. Ben, je suis comme le président des spiritueux, mais notre modèle d'affaires, c'est vraiment un cloud business qu'on appelle. Là, on codie à Sorel Tracy par les subversifs. C'est une distillerie qui est d'expérience. C'est très mature dans le marché québécois. C'est un des pionniers d'ailleurs. Puis c'est ça, j'ai un autre job au travers. Fait que ça remplit très bien mes journées. Peut-être un peu pour ça, David, qu'on a eu de la misère à se catcher là, pour l'entrevue de ce soir. Mais ouais, c'est ça, j'ai un autre job. Là. Le gin, c'est plus, mettons, soir et week-end parce que finalement, on n'a pas besoin d'opérer parce que c'est une chose de confectionner un gin, mais il faut que si tu as les alambics et les installations pour le faire, il faut que tu saches l'opérer aussi. Fait que le scale-up, pouvoir augmenter, faire du volume, du gros volume, c'est différent que de faire des tests dans un alambic de 4 litres. Là. Fait qu'un alambic de 500 litres, il faut que tu sois capable de gérer l'établissement aussi. Fait qu'on était comme tout pas... on n'avait pas d'expérience là-dedans, on n'était pas plus ou moins intéressé à le faire, alors que justement, au Québec, de toute façon, dans le marché, il y a une sur-disponibilité, je te dirais un oversupply d'alambics. La majorité des alambics ne sont pas utilisés à leur plein potentiel, fait qu'on a décidé d'utiliser des alambics et des gens expérimentés déjà sur le marché pour distiller notre gin. Si je comprends bien, le truc, quand Tedford va jouer à Sorel, c'est que 15 minutes avant le warm-up, on s'arrange pour qu'il se passe une série. Exactement. D'urgence. Ouais, c'est ça. Faut pas trop que je me mette les pieds dans les plats avant la game, là, mais c'est de ramener une coupe de caisse à Québec. Il faudrait justement, je voulais justement faire ramener une coupe de caisse par Olivier Heinz, avec qui j'ai joué au Kazakhstan qui joue là-bas. Là, des fois, j'ai une coupe de caisse à faire descendre. Je ne l'ai pas encore utilisé, là, mais c'est ma wild card. Donc, s'il nous écoute, Olivier Heinz, job d'habitateur transporteur. Mais ça, les soirs, les fins de semaine, tu dis, est-ce que c'est pour des événements? Est-ce que tu te déplaces là, à des endroits, qu'il y a des cocktails, des 5 à 7, des événements spéciaux? Exactement. Fait que c'est un peu tout ça, finalement. Là, c'est des événements, c'est des 5 à 7, c'est des collaborations. Il y a des PME aussi au Québec, du monde de notre entourage, qui ont eux-mêmes des projets, qui font des soirées de lancement. Puis ça, c'est vraiment des choses qui nous intéressent, qu'on a fait beaucoup d'ailleurs. C'est de faire un peu un genre de partenariat, d'échanger des bouteilles ou des produits, de commanditer leur soirée en échange de visibilité. Fait que ça, s'il y a des gens qui nous écoutent présentement, qui ont des projets comme ça, ben, nous autres, ça nous fait plaisir. On est quand même en paix avec justement notre modèle d'affaires, étant donné qu'on a tous des jobs dans notre quotidien. On cherche à vraiment avoir une grande communauté puis de partager. On est dans cet esprit-là pour justement aider le marché québécois qui est quand même relativement difficile, surtout avec la SAQ et tout ça. On a vu, je pense, des articles passer comme les distilleries, c'est pas toujours évident. Fait que c'est ça, c'est des événements à Montréal, c'est Chin-Gin, c'est des partenariats, mettons, avec Paricord, des soirées, des dévoilements de produits, etc. C'est des shootings photos, du marketing, des soirées en amis, 5 à 7, etc. Fait que, moi, je suis appelé à faire un petit peu de tout, puis c'est aussi du développement des affaires. On aimerait ça percer le marché européen, puis de l'Ontario, on est justement dans les pourparlers, fait que ça va bien à ce niveau-là. Mais c'est un peu tous les projets à lesquels je dois mettre le nez dedans. Là. Good. On va y aller avec d'autres petites photos, puis pour faire une liaison, tu parles d'événements. Et là, j'ai plusieurs photos là, que je vais passer. Je vais te demander un peu des détails, là, mais tu as plusieurs soirées costumées. Là. Je regarde ouais, c'est ça. C'est ça, la première. C'est mes bons vieux collègues. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Queen. Ça, c'est notre soirée d'Halloween en France. Mathieu Guertin à droite. Là. Ouais. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, Mathieu Guertin à droite. Ouais, c'est ça. Il y avait Mathieu Gagnon aussi. Les autres, c'était Don't Ever Fuck with the Peaky Fucking Blinders. C'était notre. Ouais. Y avait-tu, sur le Peaky Blinders, y avait-tu. Mathieu Gagnon. Ok, dans le milieu. Ouais exactement. Okay. Ça, c'était Arthur. Il ressemble quand même. Hein?
C'est toute la même soirée ou c'est plusieurs soirées? C'est toute la soirée. C'est toute la soirée d'Halloween, celle-là. Je sais que tout a accroché sur l'équipe Queen, là, mais il fallait que tu accroches sur les Peaky Blinders. En tout cas, si tu veux faire une soirée Peaky Blinders, tu demanderas à Stéphane Fournier. Ton nouveau coéquipier, c'est un grand fan comme quand Pierre-Cédric Labrie était venu au podcast une couple de semaines. Ah, mais puis ici, ils s'étaient déguisés les deux en Peaky Blinders, justement, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Ben écoute, c'était un beau déguisement, je trouve. Là. Puis on a tous déjà quelques morceaux qu'on n'a pas besoin d'acheter, là, des peacoats, des chemises, des habits qu'on met pour aller à l'aréna. Fait que très bien qu'à te raser côté de cheveux puis te mettre un nœud papillon puis ces petits guidous. Là. Good. On a élucidé le mystère. Petite photo ici avec David Savard et la coupe. C'est en quelle occasion? Yes. C'était le party de la coupe à Dave, justement. Dave, un ami à moi de longue date. Là, je me suis toujours entraîné avec lui. J'ai pas pu le copier assez longtemps là, pour me rendre où est-ce qu'il s'est rendu, mais c'est ça, quand il a gagné la coupe avec Tampa, il m'a invité à son party. Fait que ça a été mon petit moment où est-ce que je pouvais toucher à la coupe Stanley puis boire dedans. Pas de poutine ketchup mayo dans la coupe? Non, je me rappelle. Non, on n'a pas eu de. Non, il n'y a pas. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a fait avec. Je pense que c'était le soir, il était allé au restaurant. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait mangé. Peut-être de quoi au caviar, il me semble. Je me rappelle pas trop exactement. Il avait été fancy, le gros Dave. Ok, c'est bon. C'est bon pour moi. Dave, des petites questions à rafale? Yes, donc on finit en faisant juste des petites questions à rafale pour en apprendre plus sur toi, compléter, en fait, boucler la boucle de l'entrevue. Donc, ton premier souvenir de hockey, la première fois là, que tu te rappelles que tu as eu des patins dans les pieds ou tu jouais avec un bâton de hockey là, quand tu étais tout petit, c'était quoi? Je te dirais que c'était tough one, mais tu sais, c'est sûr que c'est avec des bâtons rouges puis tu patines avec le support, mais je me rappelle de mes bonnes vieilles arénas de jeunesse, là, Saint-Étienne, puis l'aréna BSR à Saint-Nicolas. C'est Saint-Étienne, le gérant de l'aréna, il ne savait pas qu'ils faisaient une paire de patins, fait qu'il mettait ça dans la bonne vieille machine, mais la machine, c'était pas les machines qu'on a aujourd'hui. Là, fait que si tu n'avais pas réussi à exécuter des patins à la pratique, tu te ramassais avec ça, tu étais dans la marde. C'est bon. À Thetford, tu as le numéro 20. Dans le fond, pourquoi portes-tu le numéro 20? Est-ce que c'est pas ce numéro-là? As-tu un numéro plus fétiche que ça? Puis pourquoi tu le portes? Le numéro 20, c'était le numéro de mon père. Fait que c'était un peu à sa mémoire, à son hommage. Lui avait joué, c'est le numéro qu'il portait pas mal toute sa carrière. Le numéro qu'il avait porté à Shawinigan quand il était pour les Cataractes. Ok, cool. C'est hâte ça de pouvoir porter le numéro de son père. Ouais. Ça, je pense que tu l'as peut-être mentionné plus tôt dans l'entrevue, mais ton idole au hockey? Ça a été longtemps Scott Stevens, en effet, mais j'ai aussi pour le défenseur que je n'ai jamais pu être, là, c'était Scott Niedermayer, parce que les deux jouent ensemble aussi, là, puis son coup de patin vraiment fluide, puis sa vision du jeu, c'était un défenseur que je regardais beaucoup, puis pour son poise, je te dirais Niklas Lindstrom. C'était pas mal de mes idoles. Est-ce que tu aurais un athlète préféré en dehors du hockey? Un athlète préféré en dehors du hockey? Hey. Est-ce que ça me vient en tête? Pas nécessairement. C'est sûr que j'en ai un en plus, mais écoute, en dehors du hockey. Ouais, ça vient pas. Ouais, c'est ça. C'est bon. That's it. As-tu une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Non, pas. J'en ai déjà eu, mais j'en ai plus. Là. Ça fait longtemps que j'ai supprimé ça de mon répertoire. Ça devient mélangeant quasiment. Ça sert pas à grand-chose finalement. Là. Ma routine, c'est de catch-up avec les boys, puis de boire mon petit shake, puis de me préparer physiquement et mentalement de manière assez relaxe. Je te dirais, quand tu cours toute la semaine, là, ça fait du bien d'arriver à l'aréna, puis de jaser, puis de
prendre un petit 2 minutes puis de s'habiller tranquillement. Là, fait que je te dirais que c'est pas mal ça ma routine. Parfait. À Thetford, ton coéquipier le plus drôle selon toi, qui te fait le plus rire? Je pense que je vais dire Lausier. Christophe Lausier. Un bon moineau. C'est bon. Un choix facile. Ouais. Je dois pas être le seul. Je dois pas être revient souvent. Ouais. Selon toi, le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué, ou eu la chance de jouer? Jaromir Jagr, c'est pas vrai. C'est sûr, indéniablement, là, mais j'ai pas joué assez longtemps avec lui. J'ai joué avec, je vais dire Gab Lemieux. Bon, non, mais pas de farce. J'ai joué avec Alex Belzile, il était bon. Gleason Fournier, Rimouski. J'ai joué avec Marc-André Bourdon, il était très très bon aussi à Rouen-Noranda. Fait que non, c'est pas mal ça, là, je te dirais. Parfait. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? Gagner le championnat année 1. Parfait. Sans l'ombre d'un doute. Parfait. Ton repas préféré? Je pense que j'ai toujours un bon penchant vers une bonne pièce de viande sur le barbecue, là, dans une bonne boucherie, puis de jumeler ça avec des légumes, puis peut-être, je sais pas, une patate. Là. Sinon, en termes plus italiens, j'irais avec les pastas à la carbonara, mettons. Puis plus comfort food, genre un burger poutiné. Parfait. Puis une petite parenthèse à cette question-là que je pose pas habituellement, mais ton drink préféré? Mon drink préféré, je vais dire, j'hésite entre le London Mule ou le Martini. Martini, c'est quelque chose que j'aime bien gros aussi, là, fait que je vais dire ces deux-là, tiens. C'est bon. Puis ton film préféré ou série télé préférée? Film préféré, ça a toujours resté parce que c'était un film que mon père il trippait, c'était The Pursuit of Happiness avec Will Smith puis son gars. Fait que c'est tout le temps lui qui me vient en tête, mais sinon moi je suis un grand fanatique de Marvel, fait que tous les Avengers puis les Iron Man de ce monde, je suis quand même un bon fan. T'en parleras si vous jouez contre prochainement, Benjamin Lagarde du Cool FM aussi. Non, ok. De Marvel. Ça fera un petit sujet de discussion. C'est la ligne rouge pendant le warm-up. Parfait. Et si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait lequel? Purple Disco Machine. C'est un DJ. Un DJ plus comme funky disco un peu plus lounge, là, mettons. Sinon, j'aime bien Oliver Aldens aussi. Ok. Un plus style... Électro, ouais. Good, c'est bon. Pas trop rave, par exemple. Je suis pas comme trop d'argage de casserole, là, mais c'est un petit peu de rythme là, avec justement un beat pour boire mes petits cocktails. C'est vrai que ça fait ça. On peut te retrouver au bal en blanc chaque année à Montréal? Non. Je suis plus style, mettons, chez Aga, là, mais en effet, je me suis déjà retrouvé à El Sonic, là. Sans gêne. Puis dernière petite question qu'il y avait dans le chat. Dans la Ligue américaine, dans quelle ville aimes-tu le plus jouer? Pourquoi? Peut-être, évidemment, j'imagine, à part Thetford. À part Thetford, je vais dire Saint-Georges. La rivalité. Saint-Georges, tu as des bons matchs. C'est pas trop loin de la maison. Puis c'est ça. C'est un bon fanbase aussi. Là, fait que ça fait tout le temps des bonnes games. Parfait. Puis sinon, Bob, vas-y. Mais là, encore une fois, c'est à part Thetford, là, on s'entend, parce que c'est bon. En terminant, peut-être un message de la fin aux partisans de l'Assurantia. De les remercier, c'est de loin, les meilleurs sont vraiment fantastiques, de nous suivre partout l'année 1 quand ils nous ont emmenés dans les playoffs. Je vous remercie du profond de mon cœur. Je vous souhaite vraiment, je nous souhaite du succès puis des gros matchs à venir. Vous êtes vraiment insane, puis merci beaucoup. C'est très apprécié votre support, autant dans les victoires que dans les défaites. Puis en début de saison, on a donné des performances un peu plus difficiles. Puis écoute, vous êtes là pareil à tous les matchs. Fait que un gros merci, on est choyé de vous avoir.
Merci Étienne Boutet de l'assurancier de Thetford. Donc, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et puis, dès qu'on s'achète notre gin Catalyst, on t'envoie une photo. Donc, Dave, tu vas pouvoir bailler en paix. Là. Donc, on invite les gens également là, qui nous écoutent là, ce soir là, d'aller dans une SAQ près de chez vous ou, c'est bon. ou bien à l'Arena à Thetford. Là, on sera également à l'Arena, c'est ça. Exact. Exactement. Vendez-vous les bouteilles à l'Arena ou juste les... c'est juste je pense qu'on peut juste acheter les cocktails, les verres, les gin tonic au verre, à moins que tu t'achètes, mettons, 26 verres, là, tu vas peut-être avoir le contenu d'une bouteille, là, mais je pense pas que tu vas partir avec la bouteille. Je finirai pas à troisième. Non, c'est ça. Sur ces belles paroles, on va te souhaiter une bonne fin de saison puis bon succès avec l'entreprise. Merci beaucoup, messieurs, très apprécié, puis bonne continuité à vous autres aussi. Merci. Yes, sir. Ciao, ciao. Bye. Bonne soirée. Yes, donc, Étienne Boutet, un invité qui a été très, très intéressant. C'est fun, justement, le succès hockey, le succès entreprise également. C'est toujours fun quand on peut discuter. On adore parler de hockey, mais quand on a aussi des topos qu'on peut explorer avec des experts aussi, comme la colle. J'aime bien ça prendre un petit cocktail aussi. Fait que c'est le fun d'avoir des recommandations venant d'un professionnel aussi. Yes. Good. Donc, on pourrait peut-être faire un petit tour d'horizon rapidement quand même. On a fait une longue entrevue. Je souhaite la petite vidéo. Donc, si on regarde les matchs du dernier week-end, on a parlé un petit peu là, lors des 3 étoiles avec Étienne, là, mais si on reparle un peu des matchs du dernier week-end. Oui, je pense que l'histoire un peu du week-end, selon moi, c'est les pétroliers. Vraiment, là, on a vu, le classement est encore très serré, surtout de la position 2 à 5, je dirais même la position 2 à 6, là, parce que les épavés sont quand même juste 3 points derrière. Quadruple égalité, puis les épavés sont pas trop loin non plus. Là. Exact. Puis, toutes les équipes jouent encore pour 500 et plus. Par contre, les pétroliers sont en train puis avec 10 matchs ou moins, là, je pense 9 matchs à peu près là, en moyenne par équipe à disputer, je pense que les pétroliers, à moins d'un revirement de situation, parce que surtout de la façon dont ils jouent présentement, à moins d'un revirement de situation extrême, ils sont pas mal en train de s'en aller puis de s'enfuir avec la première position. Donc, puis tu sais, c'est pas... Dans les derniers matchs, ce qui se passe aussi, c'est que c'est pas juste des victoires qu'ils vont chercher, c'est des victoires convaincantes. Là. On bat Sorel 7-3, on bat Jonquière 6-2. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en fin de semaine. Là, un petit back-to-back contre le Cool FM. Ça risque d'être bon. Il y a des bonnes rivalités entre ces deux équipes-là. Mais vraiment, Laval, c'est impressionnant le moteur offensif de cette équipe-là. Là, on en parlait la semaine dernière, le trio de Caron, Hamelin puis Joannette. Qui continue son bon travail, mais là, tu as un autre trio qui est en train d'émerger comme étant un autre très, très gros trio productif qui est Kevin Gadouri, Raphaël Bussière puis Danick Paquette. Ce trio-là aussi va très bien par les temps courts, un trio très difficile à jouer contre, très robuste. Puis après ça, la profondeur de l'équipe, tu sais, tu as les Alexandre Carrier, Zach Zorn, Francis Desrosiers. Je pense qu'ils sont complets partout, là, les pétroliers. C'est un peu ça qui est unanime. Il y a Galant qui vient de se rajouter en plus. La défensive, tu as le monstre à 4 têtes, si on veut, là, le Talbot Tassi, l'éveillé, sauvé Larose. Puis ensuite de ça, un gars comme Medley, Garrett Clark qui revient en fin de semaine, qui a fini sa suspension. Vraiment, il n'y a aucune faille. Les gardiens, au début de l'année, le point d'interrogation, c'était peut-être les gardiens, mais à date, Graham et Pagliarulo font un job impeccable. Vraiment, je ne vois pas qui pourrait détrôner les pétroliers en saison régulière. Puis, il reste encore beaucoup de hockey à jouer, mais de la façon dont ils jouent, ils sont un petit peu en train aussi
d'être les favoris pour la Coupe, je veux pas en ce moment, de la façon dont ça va. Fait que ça va être... Faut pas tirer trop vite tes conclusions, mais si on parlait peut-être du fameux peloton, on peut dire, je pense, là, en ce 13 février, qu'on a une équipe qui est en première position qui s'est un peu échappée du peloton. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, je dis ça dans le sens que si tu demandais à la majorité des fans de la Ligue, objectivement, présentement, tu sais, Laval semble être l'équipe la mieux rodée. Encore là, il reste une dizaine de matchs pour le reste des équipes aussi pour rentrer en série en force. Quand on regarde le peloton, Rivière-du-Loup, 3 victoires de suite. L'offensive qui est en train de débloquer. Tu sais, oui, on a gagné 4-3 en tir de barrage, mais je pense que c'est aussi quand on parle de force de frappe, c'est aussi la capacité de pouvoir marquer des buts rapidement. Tu sais, on avait marqué 8 buts puis 7 buts à nos deux derniers matchs avant la fin de semaine dernière, mais là, de perdre 3-0 en troisième puis d'être capable de marquer 3 buts en une période pour revenir de l'arrière. Je pense que quand on parle de force d'attaque, ça en est une grosse partie de pouvoir marquer des buts rapidement comme ça. Donc, une grosse remontée à ce niveau-là. Donc, du côté des 3S, ça va bien. Ça va être à suivre, là, voir s'ils sont capables de poursuivre sur la séquence de victoire. Je pense que du côté des 3S, c'était 3 fins de semaine qu'on jouait seulement un match. Puis on était dans... 5e, je pense, quand cette séquence-là commençait. Puis c'était dangereux parce qu'il y a d'autres équipes qui jouaient des fins de semaine de 2 matchs. Donc, d'échapper ces matchs-là, ça aurait pu être une séquence très périlleuse là, pour les 3L de se retrouver 5-6e puis de créer un petit peu d'espace avec les autres équipes. Mais au contraire, on a passé à travers cette séquence de fin de semaine avec seulement un match en gagnant nos 3 derniers matchs des 3 dernières fins de semaine. Puis là, on est en parfaite position pour le dernier droit à égalité en deuxième place. Fait que chapeau 3L. Du côté de Saint-Georges, je pense que Mathieu Gagnon est revenu. Tranquillement, je pense qu'on va... l'alignement qui va être présent la majorité du temps pendant les séries, est en train de se former. J'ai hâte de voir, mais la série de défaites qui se poursuit malheureusement, au moins on est allé chercher un point en barrage encore, mais ça va être un gros défi. J'ai hâte de voir comment que l'équipe va répondre contre Laval en fin de semaine, parce que ça va être un gros défi de savoir est-ce que Saint-Georges va réussir à sortir un petit peu de leur torpeur ou est-ce que Laval va continuer d'être le rouleau compresseur qu'ils sont depuis 2-3 semaines. Ça risque d'être... C'est 2 matchs que j'ai hâte de suivre. Là, en fait. Ça va être déterminant pour le Cool FM, justement. Peut-être si on ouvre la machine de côté pour avoir un bon dernier droit. Là. C'est sûr qu'avec les derniers matchs, puis tu arrives devant les Pétrés de Laval là, qui vont bien par les temps qui courent. D'un œil comme ça, on peut voir que hey boy, ça serait pas facile, mais d'un autre côté, c'est aussi là qu'on va voir le caractère de l'équipe. Puis sinon, l'assurance, je ne veux pas. Ça, c'est simple. Jonquière, contre-performance vendredi. On a réussi à bien se reprendre samedi avec une grosse victoire à Sorel sur la route. Donc, je pense que c'est un week-end en 2 temps. C'est sûr qu'en tant que équipe, on aimerait mieux offrir la performance de samedi à la maison que le contraire pour faire plaisir aux fans. Mais quand même, un week-end, là, en fond, je dirais qu'on obtient la note de passage du côté de Jonquière là, avec le week-end, la façon dont ils ont répondu. Puis c'était vraiment à Sorel, c'est un petit peu le spectacle, là, Alexandre Picard, Philippe Paradis. Là, j'en ai parlé un petit peu dans de Philippe Paradis au début, mais dans le fond, ils ont été vraiment dominants les deux ensemble. Je pense que ça faisait du bien de revoir Philippe Paradis. Il avait été suspendu là, pendant quelques fins de semaine, donc de le revoir dans l'alignement, ça a paru, en tout cas, selon moi, là, surtout à Sorel. Puis, pour finir avec les éperviers, je voulais en parler un petit peu en dernier. Tu sais, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent, là, surtout au podcast, mais là, je vais mettre un peu mon chapeau de fan. Okay. J'essaie de tout le temps rester impartial, mais du côté des éperviers, ça fait quand même depuis 2012 que je suis un peu avec l'équipe. Là, je travaille plus vraiment pour l'équipe, sauf pour faire les matchs à la radio, puis TV LNH. Mais c'est encore une équipe que j'ai dans mon cœur, puis je pense que c'est dans la période depuis justement en 2012 que je suis avec l'équipe, là, qui est pas mal la plus creuse que l'équipe
est en train de vivre en ce moment. C'est sûr, si tu suis une équipe de hockey assez longtemps, tu vas finir par vivre ce genre de période-là. Par contre, je pense que du côté de l'équipe, on n'a peut-être pas le niveau de talent qu'on a eu dans des années passées, mais selon moi, ça ne veut pas dire que c'est pas la raison pourquoi il y a les résultats qu'il y a en ce moment. Moi, je pense que c'est une équipe qui est encore très capable de rebondir. Ça part devant les filets quand tu as, selon moi, le meilleur gardien de la Ligue. Marc-Antoine Gélina ne donne pas sa place non plus, mais quand tu as le meilleur gardien de la Ligue, je pense que tout est possible. Je pense que c'est juste une question là, que les gars, va falloir qu'ils... je pense que du côté des éperviers, si on ne veut pas finir 6e, il faudrait qu'à partir de ce week-end-là, on tombe en mode série pratiquement. Parce que c'est sûr qu'à 3 points, avec 9 matchs à faire, il n'en reste pas beaucoup. Avec 3 points de retard sur les autres équipes, c'est sûr que c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'équipes à dépasser. Par contre, des 4 équipes qui sont à égalité au 2e rang, c'est pas les 4 équipes qui vont toutes gagner leur match d'ici la fin de la saison. C'est sûr qu'il y a au moins 2 équipes là-dedans qui vont connaître une fin de saison moins bonne que les autres. Il faut en profiter. Je pense que ça commence en fin de semaine. Deux gros matchs, jeudi contre Thetford, vendredi à Rivière-du-Loup. Je pense que du côté des joueurs de Sorel-Tracy, c'était un peu de montrer si on veut comme être sur le cruise puis se dire quand les séries vont arriver, là, on va se donner ou se dire non, là, let's go, ça part là, puis on se donne jusqu'à la fin de la saison. Puis moi, je pense que c'est une équipe qui est capable. Il y a tellement de joueurs dans ce vestiaire-là qui se donnent corps et âme. Je pense le plus gros exemple, c'est les frères Malouin là, qui ont connu quand même une grosse fin de semaine. Ils ont été tellement impliqués physiquement tout le long. Le premier trio qui commence à aller bien. Moi, je pense qu'il en manque vraiment pas gros. C'est juste une question d'être plus focus puis d'être plus motivé. Puis moi, je pense que du côté des... C'est sûr que c'est plate du côté des fans de voir son équipe perdre, mais moi, je pense pas que l'équipe est loin d'être sortie. Puis j'ai encore confiance en tant que fan de ce groupe-là. Je suis au début de la saison, j'avais dit que je les voyais peut-être finir dernier, mais je disais ça. Ils ont eu ils ont eu un bon début de saison pourtant. Ouais. C'est ça que c'est là qu'on peut dire également que l'équipe est capable. Là. Je pense que les partisans, c'est un peu aussi le constat qu'on faisait. On a vu qu'on était capable au début de la saison. Puis en plus, on n'avait pas le capitaine. Là, il est revenu. Donc, il suffit de prendre notre heure d'aller. Je pense que l'équipe a du caractère. Il y a des gars qui vont à la guerre dans cette équipe-là. On a vu. L'équipe, ça tient, là. On pourrait les nommer, là, mais on en a des guerriers. Là, puis on a un gars comme Gaby Rock là, qui n'a pas reculé devant Brett Galland également. Les pétroliers. Quand on parle de Snape, c'est ça que même si les résultats au niveau des points sont pas là, ça me fait plaisir. Jeudi, Joannette, mise en échec, un petit peu douteuse sur Baudouin. C'est Gabriel Bilodeau qui saute dans le tas. Mise en échec sur Maxime Ouimet. Samedi, c'est Julien Ball qui saute dans le tas. C'est pas des gars qui vont être là pour se battre, mais une équipe qui se tient, ça veut pas dire aller se battre, ça veut dire sauter dans le tas, peu importe. Un gars comme Émile Villiard qui n'hésite jamais à sauter dans le tas. Le gars, il a 21 ans, il est tout jeune, babyface, mais il s'en va se mettre le nez dans marbre, comme on dit. Là, il s'en fout. C'est beau à voir. Puis je pense que c'est juste une question de confiance. Ça prend juste un bon match, selon moi, pour le retrouver. Puis je pense que je suis sûr que l'équipe est incapable. Puis en tout cas, moi, j'ai pas abandonné. Je pense que du côté des fans, on aimerait ça voir ce match-là pour revenir à l'Arena, parce que ça commence à faire plusieurs semaines, mettons qu'on l'attend, ce match-là, mais moi, je pense que ça va arriver. C'est une question de temps. Il faut juste sortir puis en jouer une grosse, puis je pense que l'équipe est capable. Je souhaite que ça se fasse jeudi dans leur prochain match en tant que fan. On verra, mais moi, je suis encore... T'es confiant. Je suis encore confiant, je suis encore en ligne. C'est pas le temps de lancer la serviette là, loin de là, puis il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Mais je pense que du côté de Sorel, si on veut pas finir 6e, il faut pas mal commencer à être en mode série cette semaine. Je pense que ça, par contre, c'est un constat selon moi, là, mais je pense que si l'équipe fait ça,
ils peuvent encore là, aspirer là, non seulement à l'avantage de la glace en première ronde, là, mais à faire un bon petit bout de chemin en série. Yes. Donc, tu l'as dit, l'action commence jeudi cette semaine? Yes, jeudi. Donc, le match de Sorel. Puis ça, c'est ça qui est le fun. Là, on rentre dans le fun du calendrier. Des week-ends de 6 parties. Donc, toutes les équipes jouent 2 fois. Il va en avoir plusieurs d'ici la fin de la saison. Fait que là, il va y avoir vraiment beaucoup de hockey à se mettre sous la dent. Fait que moi, j'ai hâte. Jeudi, Sorel à Thetford Mines. Vendredi, on en a parlé, le début de l'aller-retour. Cool FM, Pétrolier. Donc, vendredi à Laval, samedi à Saint-Georges. Jonquière à Thetford Mines. Donc, Thetford Mines qui retrouvent leurs partisans après une absence de 3 semaines, quasiment un mois. Donc, j'espère que les fans vont être là pour accueillir là, leur équipe qui va être de retour à la maison. Les Éperviers à Rivière-du-Loup également. Puis 2 matchs samedi. Donc, le match retour, le Cool FM Laval. Puis Rivière-du-Loup qui va être à Jonquière. Donc, pour un match au Palais des Sports. 6 matchs en fin de semaine. J'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air mardi prochain, le classement. Là, ça risque d'avoir bougé un petit peu. Je serais surpris qu'on ait encore une quadruple égalité, mais en même temps, qui sait, peut-être que ça va arriver. Mais... Tout le monde a une victoire, une défaite en fin de semaine. Ouais, donc ça serait drôle. Mais en tout cas, à suivre. J'ai hâte, là, ça va être un bon week-end de hockey. Puis ça commence jeudi à Sorel. Puis si je peux mentionner, il y avait... Sorel sont retombés un petit peu dans leurs mauvaises habitudes samedi, mais quand le match a commencé, je trouve que c'était vraiment... On avait l'impression que c'était une ambiance de série au niveau du match sur la patinoire, là, dans le sens que souvent après les sifflets, ça se parlait, ça chamaillait, puis tu voyais que j'avais un petit peu ce feeling-là. Puis c'était les 2 équipes qui étaient 5 et 6e au classement. On le sait à quel point c'est important de ne pas finir 6e cette saison. Fait, ça commence un peu samedi. Je pense que ça va continuer en fin de semaine, puis ça va juste un crescendo là, jusqu'à la fin de la saison. Yes. Avais-tu un petit quiz pour nous en terminant? Ouais, j'avais un petit quiz vite. Là. On voit que le temps file. Mais ce qui a porté mon attention pour le quiz, c'est qu'en fin de semaine, Donald Brashear a lâché tomber les gants contre Brett Gallant. Puis, ce qui est spécial dans ce combat-là, c'est que c'est un combat dans la Ligue nord-américaine entre 2 gars qui ont déjà joué dans la Ligue nationale. Fait que j'ai fait des petites recherches. Puis, je voulais savoir, c'est quand la dernière fois, ben pas quand, mais c'est qui les 2 derniers joueurs qui se sont affrontés dans un combat dans la Ligue nord-américaine qui avaient déjà joué dans la Ligue nationale. Donc, c'est ça la question. C'est quand la dernière fois? Ben, c'est qui les 2 derniers joueurs qui se sont affrontés dans un combat qui avaient joué dans la Ligue nationale, dans la Ligue nord-américaine? Ça fait plusieurs années? C'était en octobre 2019. Il y a un des joueurs qui joue encore dans la Ligue. Yann Gaudreau qui a déjà écrit langue au chat. Pas trop chercher, Yann, là, par exemple. Là. Toi, je misais peut-être sur mettons, un Alexandre Picard d'un côté. Là, le joueur qui joue encore. C'est 2 joueurs qui ont ce type de rôle-là. OK. Bon. C'est peut-être Bordelot. Bon. Ouais, c'en était un des 2, Bordelot. Donc, c'est un joueur dont on a souvent mentionné le nom au podcast. Peut-être pas cette année, mais dans les dernières années. On va sûrement trouver ça drôle. Dans les dernières années, on a mentionné. Ah! Ouais, ok, ouais, je le sais, là. Je pense que je le sais, là. On se demandait toujours s'il allait rejouer, là. Ouais. Bon, c'est un bon indice pour vous autres, là. Si vous êtes des adeptes du podcast depuis 3 ans, c'est vrai qu'on l'a entendu souvent. Yes. Ben, je vais le nommer, là, mais c'était Patrick Bordelot face à Sean McMorrow
Donc, Sean McMorrow qui avait joué un match dans la Ligue nationale avec les Sabres de Buffalo. Donc, puis sinon, là, puis j'ai trouvé l'autre d'avant aussi, parce que c'était celui que j'avais trouvé en premier. Avant celui en 2019, c'était Mirasti. Techniquement, il a joué des matchs pré-saison, Mirasti, mais il n'a jamais joué un match officiel dans la Ligue nationale pour le guest là, de Danny Charette. Puis sinon, l'autre d'avant, il faut remonter en 2012, décembre 2012. C'était Francis Lessard, qui jouait pour Cornwall, donc Lessard qui a déjà joué pour les Sénateurs puis les Trashers, qui avait affronté Martin Grenier, qui jouait pour Jonquière, qui lui avait déjà joué pour les Flyers notamment, là, donc ça remontait. Là, ça va attirer mon attention là, que deux joueurs qui avaient déjà joué dans les nationales là, s'affrontent en fin de semaine. Je trouve que c'était spécial. Puis, Bonhomme Boucher, il est rendu à 52 ans, puis il a pas mal paru pantoute en plus. C'était vraiment impressionnant de voir à quel point il est encore fort physiquement et en shape. Yes, donc sur ce, merci à Étienne Boutet, notre invité de ce soir. Merci à tout le monde là, qui ont écouté, qui ont été fidèles au poste. J'ai eu beaucoup de plaisir et merci à toi, Dave, également. Donc, des bons matchs à se mettre sous la dent et ça commence jeudi. Donc, on se voit peut-être dans une aréna près de chez vous. Donc, sur ce, au revoir et faites attention à vous au retour à la maison.